Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 100e épisode de Finances fondamentales. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour vous résumer 99 épisodes du podcast. Le premier épisode a eu lieu le 24 novembre 2022, donc ça fait un peu moins de 2 ans depuis le début du podcast. Merci pour votre soutien. À la première synthèse, donc à l'épisode 50, on était à peu près à 100 000 écoutes, on avait environ 90 000. On est maintenant rendu à peu près à 330 000 écoutes, donc merci beaucoup, c'est incroyable. On voit que les rendements composés, c'est pas juste en finance. Je vous partage également un défi, encore une fois, comme à l'épisode 50. Ce que je vous demande, c'est partager l'image sur la page Facebook de l'épisode 100, m'identifier dans votre partage, donc identifier Finances fondamentales, et écrivez dans votre partage c'est quoi votre épisode préféré ou ce que vous appréciez le plus du podcast. Je pourrais alors vous répondre. Donc, vous comprenez que l'objectif, c'est de faire connaître davantage le podcast et d'améliorer l'éducation financière des gens qui vous entourent. Donc, partagez l'image, nommez Finances fondamentales pour que je vois que l'image a été partagée et nommez votre épisode préféré. Je vais sélectionner de façon aléatoire 2 personnes qui ont partagé l'image pour leur offrir une séance d'accompagnement pour elles ou pour donner à quelqu'un de leur entourage. Vous pouvez refuser aussi si vous ne voulez pas que je vous accompagne, il n'y a pas de stress. Mais bref, vous allez avoir une séance d'accompagnement d'1 heure pour la personne de votre choix. Pour le petit concours, je vais nommer les personnes gagnantes dans l'épisode du 5 novembre et il y a également un concours qui est offert par Jean-François Tremblay qui va offrir une séance d'information d'1 heure également pour la manœuvre de Smith. Donc, il va vous faire, comme j'ai fait dans l'épisode des abonnés, il va vous montrer vos chiffres avec la manœuvre de Smith. Donc, 2 personnes pour mon concours et 1 personne pour le concours à Jean-François Tremblay. Donc, encore une fois aujourd'hui, comme un bon petit prof, je fais une autre synthèse. Chaque semaine, je vous fais la synthèse d'un livre. À l'épisode 50, j'ai fait la synthèse des 49 premiers et là, je fais la synthèse des 99 premiers épisodes. Donc, c'est assurément un épisode pertinent à partager à votre entourage pour ceux qui ont moins le temps d'écouter tous les épisodes du podcast. Si vous êtes nouveau avec nous, je vous invite à écouter l'épisode 50 avant parce que je repars de cet épisode-là aujourd'hui, mais je passe rapidement sur certains concepts pour me concentrer plutôt sur les nouveaux concepts discutés dans les épisodes 51 à 99. Par exemple, je ne vais pas redéfinir le REER, le CELI, les FNB, la frugalité, c'est quoi un CPG, c'est quoi des actions, des obligations. Donc, ceux qui m'écoutent depuis le début et qui ont écouté l'épisode 50, ce sont des choses qui vont peut-être se répéter un petit peu parce que je repars de la même synthèse plus courte en y ajoutant des éléments des 49 derniers épisodes. Donc, en gros, j'ai coupé la synthèse de l'épisode 50 pour ne pas répéter tout ce qui était de définition et j'ai ajouté ce qui est nouveau depuis les épisodes 51 à 99. Donc, ça fait une belle révision avec des nouvelles notions qui sont jointes à tout ça. Donc, on commençait en se questionnant comment devenir libre financièrement. Donc, ce que j'avais dit, c'est que l'argent, c'est la première cause du stress chez les Québécois. Donc, plus que le travail, la famille ou la santé. On avait vu ça dans l'épisode 38. Et 20% des ménages qui gagnaient entre 100 et 150 000 $ par année disaient ne pas avoir le contrôle de leurs finances. Pourtant, on fait suffisamment d'argent au Québec pour que ce soit le dernier de nos soucis, l'argent, mais notre incompétence financière nous emprisonne, nous empêche de nous développer en termes de finances. C'est quoi être libre financièrement, justement? On en parlait dans les épisodes 4, 12 et 34. En gros, être libre financièrement, c'est pas juste être riche. Ça peut être de prendre une retraite plus tôt, de changer de travail, d'avoir un coussin, de voyager, d'être moins stressé, de vivre d'une passion, de travailler 3 jours par semaine, de manger d'un bon resto, d'aller voir du tennis, des matchs de foot. Bref, c'est votre liberté à vous. La définition de chacun va changer, va être différente entre chacun de nous, mais ce qui est important, c'est que vous sachiez c'est quoi pour vous la liberté financière et ensuite, la première étape que je vous présente pour atteindre cette liberté-là que vous vous êtes imaginé, que vous vous êtes fixé, c'est d'avoir des objectifs. Donc, l'étape 1 vers la liberté financière, c'est d'avoir des objectifs. Avant de commencer à épargner, à diminuer vos dépenses et à penser à votre avenir, il faut se fixer des objectifs qui sont précis, sinon vous allez naviguer dans le brouillard.
Quelque chose de nouveau qu'on a vu à l'épisode 51. Cet épisode-là nous apprenait que l'être humain est bon pour faire un choix une fois dans un contexte particulier. Donc, exemple, j'aimerais ça faire une chose avant de mourir, je vais savoir clairement ce que je veux faire. Mais l'être humain n'est pas bon pour faire de nombreux choix qui s'offrent à lui au quotidien, d'où l'importance de se fixer des objectifs financiers clairs pour bien aligner vos décisions avec vos actions. Parce que l'être humain, si à chaque jour vous avez décidé qu'est-ce que vous faites avec votre chèque de paye, bien, vous n'allez pas toujours faire les bons choix. On parlait beaucoup des objectifs dans l'épisode 3, lors de la synthèse de l'épisode 50, mais on en a parlé également dans l'épisode 66. Et en gros, les objectifs que vous fixez devraient être en lien avec votre vision du bonheur et ce que vous voulez devenir comme personne. Et on l'avait dit à l'épisode 3, faire des choix, ça ne veut pas dire être cheap. Tu choisis juste ce qui te rend vraiment heureux tout en atteignant tes objectifs. Il faut donc prévoir des objectifs qui sont smart, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et qui ont une temporalité précise, donc un moment précis auquel vous voulez l'atteindre. Dans l'épisode 77, on a ajouté que les objectifs doivent aussi être flexibles pour vous adapter à la vie qui n'est pas toujours fixe. Deuxième étape qu'on a discutée dans les épisodes du podcast, c'est de questionner ta relation à l'argent. Tu ne pourras pas atteindre tes objectifs si tu ne connais pas ta relation actuelle à l'argent. Selon différents auteurs, notamment l'épisode 77, tu dois te connaître et travailler sur toi, sinon tous les changements que tu vas mettre en place ne vont pas tenir bien longtemps. Le vrai problème par rapport à notre relation à l'argent, c'est surtout que la plupart des Québécois manquent de littératie financière. Donc, le manque d'éducation financière est le principal enjeu qu'on rencontre comme Québécois, mais comme être humain dans la gestion de nos finances. Une citation qu'on avait vue dans l'épisode 3, je crois, mais il y en a beaucoup dans ma liste, c'est qu'une personne très instruite peut réussir professionnellement, mais être analphabète sur le plan financier. Et c'est encore plus vrai avec la bourse. On avait parlé d'éducation financière dans les épisodes 3, 7, 9, 13, 15, 27, 31, 42 et on en a reparlé dans l'épisode 87. On n'a pas tous la même chance, on ne part pas tous de la même place dans la vie, mais on peut tous changer nos habitudes financières, peu importe d'où on part. Dans l'épisode 87, par rapport à l'éducation financière, l'auteur disait de lire encore plus ou d'écouter des podcasts, mais pas de le faire dans une chambre d'écho. Donc, vous devriez lire des opinions différentes, de ne pas toujours écouter seulement mon podcast, d'aller écouter d'autres opinions et à la fin, de vous faire une idée, ou bien d'écouter un podcast qui résume différentes idées, différents livres et qui fait une synthèse de 99 idées, différents épisodes dans un seul. Ensuite, on parlait de la perception de l'argent. Donc, les auteurs nous questionnaient, c'est quoi votre perception de l'argent? Il faut questionner cette perception-là pour mieux comprendre les problèmes que vous pouvez avoir qui sont liés à l'argent. On parlait dans l'épisode 36 de Money Attitude et on en reparlait un petit peu dans l'épisode 92 récemment. Donc, dans l'épisode 36, on parlait des écureuils, donc ceux qui économisent beaucoup. On parlait des repousseurs, ceux qui ne sont pas capables de garder de l'argent, qui ne sont pas capables de demander des augmentations salariales, et des montagnes russes, donc ceux qui sont capables d'épargner, mais qui font des dépenses, qu'on fait des dépenses sans réfléchir, des dépenses impulsives, bravo, des dépenses impulsives. Donc, on parle plutôt de Money Blueprint dans l'épisode 92. Donc, ce que l'auteur disait dans cet épisode-là, c'est qu'on a été programmé comme un thermostat pour gérer notre argent parce qu'on nous a dit quand on était jeune, ce qu'on a vu et par les expériences qui ont façonné nos croyances par rapport à l'argent. Donc, l'auteur dit qu'en gros, c'est pas mal nos parents qui ont teinté un peu notre Money Blueprint et qu'on essaie de gagner de l'argent souvent comme eux ont fait. Il dit qu'on peut reprogrammer notre blueprint par rapport à l'argent et il donne des étapes pour le faire dans l'épisode 92. Ensuite, par rapport à la relation à l'argent, les épisodes 7 et 10 nous montraient que les riches ne travaillent pas pour l'argent travaille pour eux. On reparlait de cette notion-là dans les épisodes 88 et 92, soit que les pauvres, c'est ce qui est utilisé dans les livres, là, les personnes qui ont moins de sous, vont gérer leur argent au jour le jour, alors que la classe moyenne va acheter des passifs au lieu d'actifs, comme des voitures par exemple, alors que les riches ou les futurs riches vont acquérir des actifs pour se construire une base solide qui va leur générer des revenus, soit des entreprises, des actions, de l'immobilier, ainsi de suite. Chaque dollar de plus que vous avez qui travaille pour vous dans des actifs, bien, c'est un travailleur qui ne va jamais dormir, qui va toujours travailler pour toi. Donc, ça devient un dollar qui va faire plusieurs dollars dans l'avenir au lieu d'être dépensé et de disparaître à tout jamais.
Épisode 10 et 37, on parlait des millionnaires ne sont pas ceux qu'on croyait. Donc, les millionnaires, en fait, la majorité sont plus frugaux et normaux qu'on peut le penser. Et dans les épisodes 66, 88 et 92, on disait que c'était pas facile d'apprendre à devenir millionnaire parce que les gens apprennent beaucoup par observation ou imitation, alors que ceux qu'on veut imiter, souvent, sont des faux riches qui ont un gros char, mais qui sont endettés ou qui ont peu d'actifs nets pour leur âge. Alors que ceux qu'on devrait imiter n'ont pas l'air riches ou n'exposent pas leur richesse. Donc, on essaie de copier des gens, finalement, qui sont des faux riches, qui font juste être riches en apparence, mais qui sont endettés. Donc, on pense que c'est ça la richesse, on essaie d'imiter ça et pour ce faire, on s'endette, alors que ceux qui ont vraiment compris la game, bien souvent, on ne peut même pas les reconnaître qui sont riches. Ces épisodes-là parlent également du mirage des réseaux sociaux. Donc, dans un des épisodes, là, il disait qu'il y a des gens qui louaient un tarmac avec un jet privé, mais juste pour prendre des photos pour Instagram pour avoir l'air riche. Donc, je disais dans cet épisode-là que c'était ridicule, là, que je ne comprenais pas vraiment ça. Mais bref, on disait également, lorsqu'on parlait des millionnaires, de ne pas mépriser la richesse ou les personnes riches, parce que sinon, ça fait en sorte que vous allez toujours être un repousseur, donc une personne qui repousse toujours l'argent. Ensuite, on mentionnait de dépenser positivement son argent. Donc, épisodes 34 et 36, mais également 56 maintenant, on disait d'épargner et d'investir, mais qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à dépenser. C'est l'autre extrême. Donc, bonjour tout le monde, c'est un peu mon cas. Je pense que c'est un plus beau problème que l'inverse, mais qu'il faut apprendre à dépenser plus positivement dans ce qui nous rend heureux, sans penser au rendement toujours potentiel sur 30 ou 40 ans. Une fois que vous allez avoir construit votre plan d'investissement et les pourcentages alloués à chaque compte avec vos virements automatiques, il ne faut pas hésiter à profiter de la vie un peu. Dans l'épisode 56, on parlait de ta Rich Life, donc ce qui permet d'identifier dans quoi tu vas être en mesure de dépenser positivement pour épargner ailleurs. Donc, dans le livre, on donnait l'exemple de Maria qui dépensait des gros montants dans les souliers, mais qui habitait en colocation et qui n'avait pas de voiture. Donc, elle dépensait dans ce qui la rendait heureuse, des souliers. Vous, c'est quoi votre rich life? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que c'est des expériences, du matériel? Est-ce que c'est d'impressionner les autres? Donc, ce n'est pas un exercice facile à faire pour un écureuil comme moi et vous le verrez dans l'épisode 56 si vous allez l'écouter. Dans l'épisode 66, tantôt c'était 56, là, ça se ressemble, là, c'est 66, on disait que le bonheur augmentait avec les revenus, mais qu'à partir de 105 000 $ en Amérique du Nord pour une famille, le bonheur peut même diminuer à cause du stress et des sacrifices qu'on doit faire pour aller chercher ces montants d'argent-là et qu'on ne met pas ce temps-là dans ce qui nous rend peut-être vraiment heureux comme famille, sport ou amis. Enfin, dans l'épisode 66, on rappelait que la vraie richesse, ce n'est pas juste en lien avec votre actif net, bien sûr. C'est beau les objectifs et l'introspection, mais il faut agir. Donc, ceux qui réussissent sont peut-être pour certains chanceux, mais la majorité se sont tout simplement élancés plus souvent au bâton, comme on l'a vu dans les épisodes 8, 31, 42 et 56. Ensuite, il y a des livres qui nous amenaient vers le changement d'habitude, donc notamment le livre Atomic Habits qui m'a marqué, moi, à l'épisode 31, mais également l'épisode 76, où on disait qu'il faut donner une chance d'atteindre les objectifs de façon progressive, 1% à la fois. Le changement est lent. Il y a beaucoup de personnes qui vont abandonner. Donc, courir tous les jours pendant un mois, tu ne vas pas avoir tant de changements que ça. Si tu le fais pendant 10 ans, oui, clairement, les changements vont être là. Le problème, c'est que les petits changements semblent souvent faire aucune différence jusqu'à ce que vous franchissiez un seuil critique. Donc, les résultats les plus puissants de tous les processus de changement sont différés, donc vont arriver plus tard. Vous devez être patient. C'est la même chose avec les finances. Au début, tu places 50$ par semaine, ça ne semble pas faire grand-chose, mais à 8% de rendement pendant 30 ans, tu as quand même 324 000 $ d'accumulé. Mais tu vas juste avoir 16 000 $ après 5 ans, ce qui peut être décourageant. On va parler des rendements composés un peu plus loin. On parlait d'autosuggestion aussi pour atteindre ses objectifs financiers dans les épisodes 7, 32 et 34. On en a reparlé dans les épisodes 76 et 86 que de penser positivement de votre personne, donc de vous donner des pensées positives, mais aussi de vous donner d'être positif par rapport à vos capacités à générer de la richesse. Les mots ou les pensées que vous avez envers vous-même peuvent être nocives si ces pensées-là sont négatives. Il faut également s'entourer de gens positifs et de ne pas parler de ses objectifs financiers à n'importe qui. Souvent, les gens, pour bien faire, vont vouloir vous dire votre opinion qui va refléter parfois leur propre peur du marché boursier ou du marché immobilier ou leur incompréhension tout simplement de tout ce de quoi vous leur parlez plutôt. Troisième étape vers la liberté financière, c'est épargner.
Une fois que vos objectifs sont fixés, il faut les atteindre. Donc, première étape pour épargner, c'est de diminuer ses dépenses. C'est plus facile à faire à court terme de diminuer ses dépenses que d'augmenter ses revenus, même si à long terme, on va vouloir augmenter les revenus aussi parce que le plafond n'a pas de limite, alors qu'il y a un plancher qu'on ne peut pas aller en dessous, on ne peut pas arrêter de manger pour diminuer nos dépenses à zéro. Il y a plusieurs épisodes qui proposent des pistes pour couper certaines dépenses. Je vous les nomme en rafale, les numéros d'épisodes, et ensuite, je vous nomme en rafale les trucs ou les endroits qu'on peut couper, mais je vous invite à écouter les épisodes pour aller beaucoup plus loin ou de lire les livres dans les trucs qui sont proposés. Donc, les épisodes, c'est les épisodes 3, 6, 10, 12, 36, 38, 49, et dans les nouveaux, 51, 52, 53, 56, 76 et 83. Donc, le premier truc, c'est de négocier vos assurances, la télé, l'Internet cellulaire pour baisser le prix que vous payez actuellement ou que vous allez payer dans le futur. D'avoir une voiture usagée au lieu d'avoir une voiture neuve, d'utiliser le transport en commun, du transport actif. Donc, le transport, c'est vraiment un des postes de dépenses principales à regarder. C'est pas toujours facile avec les enfants, mais peut-être que vous pouvez faire certains choix différents dans votre situation. La maison, c'est pas pour tout le monde. Il y a plusieurs auteurs qui mettent de l'avant que le fait que plusieurs personnes se mettent à la gorge pour la maison, alors que ce n'est pas réellement une source de bonheur pour eux. Avec des vrais chiffres, on montre que d'un point de vue financier, ça peut être intéressant et même avantageux parfois de louer. Si la différence épargnée est investie, bien sûr, faites vos calculs dans votre situation et écoutez les épisodes 11, 38, 42 et 49 si ça vous intéresse. Et dans l'épisode 76, on apportait une nouvelle piste, soit de diminuer notamment le pied carré de la maison, d'avoir une colocation dans la maison, de retourner chez les parents, etc. J'ai écouté un épisode de podcast de Rational Reminder récemment qui parlait justement de maison versus louer avec vraiment des chiffres poussés. Je voulais vous le synthétiser dans un épisode futur, pas très proche parce que c'est déjà pas mal booké, mais peut-être dans une couple de mois, là, je vais vous synthétiser cet épisode-là qui m'a surpris. Ensuite, on parle de mariage plutôt, de ne pas trop se marier si vous ne voulez pas avoir trop de dépenses. On parle d'alimentation, de cuisiner également. Dans les nouveaux épisodes 76, on parlait de cuisiner nous-mêmes, ça coûte moins cher. Les vêtements, profiter des soldes, l'individualisme matériel, là, donc de partager ces choses collectivement, soit la tondeuse dans le quartier, la souffleuse, le trailer, peu importe. Dans l'épisode 76, on parlait de s'inspirer d'avant, donc ça c'est nouveau. De réparer soi-même les choses. Donc, quand je dis de s'inspirer d'avant, c'est nos grands-parents, arrière-grands-parents. Là. Donc, de faire les choses soi-même, le ménage, pelleter, réparer, réutiliser les choses pour différentes fonctions, se divertir à peu de frais au lieu de toujours combler nos espaces vides par des sorties coûteuses. On parlait de loisirs gratuits également dans l'épisode 76, le musée, la bibliothèque, le parc, le tennis, la piscine, ou acheter usagé, louer en évitant les modes. Donc, on peut louer de l'équipement sportif si on n'en fait pas trop souvent, comme du ski, par exemple. Et on parlait en famille d'éviter la folie des cadeaux, de ralentir le rythme familial également. Une fois que vous avez épargné, c'est important de payer les dettes pour éviter les frais d'intérêt inutiles. On en parle un petit peu plus loin. Et dans l'épisode 3, on parlait de la question de Pierre-Yves McSween. En as-tu vraiment besoin? C'est la question à se poser. Donc, d'attendre 7 minutes pour un achat compulsif et 7 jours pour des achats plus gros. Et il faut comparer envie et besoin tout en développant sa frugalité, donc apprendre à être heureux avec moins. Dans ces épisodes-là, on parlait également d'être reconnaissant pour ce qu'on a, donc d'éviter de se comparer à ceux qui ont plus que nous. Soyez reconnaissant de ce que vous possédez. Si vous écoutez ce podcast-là, comme je l'avais déjà dit, vous êtes déjà dans le 4% le plus riche de la planète et vous êtes en voie de l'être encore plus si vous prenez en main vos finances. Également, apprendre à dire la phrase « je ne peux pas me le permettre ». Donc, dans l'épisode 12, vous allez voir qu'en disant ça, vous n'allez pas perdre des amis et vous allez vous rendre compte que peut-être qu'il y en a certains qui, eux, vivent sur le crédit. Et si vous perdez des amis à cause que vous dites cette phrase-là, revoyez votre cercle d'amis. Pensez au coût de renonciation aussi. Si tu achètes un téléphone à 1000$, c'est 1000$ que tu ne peux pas investir à 10%, c'est marché boursier. Donc, il va être dans 50 ans à peu près 115 000$. Est-ce que ça vaut la peine? Même chose pour fumer en plus, qui est nocif pour la santé. C'est de l'argent peut-être que vous tirez par les fenêtres. Bon, le téléphone, on a besoin, mais est-ce que vous avez besoin du dernier téléphone? À réfléchir. Je ne fais pas la morale ici, c'est juste que je ne suis pas trop un gars de téléphone, ça se sent peut-être, mais mon téléphone n'est pas très récent. Aussi se questionner sur les dépenses du passé qui ont réellement contribué au bonheur à long terme afin de guider vos achats futurs. Donc, si tu as fait des dépenses dans le passé, exemple du linge ou des choses inutiles que tu t'es dit hey, finalement, ça ne m'a vraiment pas rendu heureux, peut-être
de garder ça en tête pour tes achats futurs. Donc, Ramit Sethi disait dans l'épisode 56, justement, de se concentrer sur les grosses victoires. Donc, la maison, les frais d'intérêt, les dettes, la voiture, et ensuite seulement sur le café à 2 piastres à chaque jour si c'est le contexte qui nécessite ça. Mais avant de t'attaquer à ton café à 2 piastres par jour, essaie de régler tes grosses dépenses qui, eux, creusent des trous. Donc, as-tu un loyer qui est trop gros pour rien? Une maison qui est trop grosse pour rien? As-tu des dettes sur ta carte de crédit avant de penser à ton café? Bien, pense à rembourser ça. En fait, c'est de s'attaquer aux grosses batailles, puis pas juste aux petites batailles. Puis un coup que tes grosses batailles sont réglées, bien là, tu pourras aller faire du fine-tuning là, avec les petites batailles. Et enfin, j'adore cette phrase-là, mais arrête de jouer la victime en pensant que ta situation est plus difficile que celle des autres. Roy Lévesque et Associés, c'est un cabinet de services financiers familier de 3e génération établi à Magog qui accompagne des familles partout au Québec depuis plus de 60 ans dans la gestion de leur patrimoine. Ce qui est vraiment unique chez eux, c'est leur approche axée sur la confiance et le relationnel dans laquelle chaque famille a une stratégie sur mesure. C'est justement avec Simon-Pierre Gingras, qui est conseiller en sécurité financière chez Roy Lévesque et Associés et actionnaire de la firme, que j'ai fait affaire pour l'assurance vie de mes filles parce qu'il détient le titre de professionnel agréé du Infinite Banking acquis directement à l'Institut Nelson Nash. J'ai consulté 3 experts pour mettre en place cette stratégie-là et j'ai choisi Simon-Pierre pour son efficacité et son intégrité. Il n'a pas niaisé en essayant de me vendre 2,2 millions d'assurances pour mes filles en plus de m'en offrir pour mes oncles et mes tantes. Il est parti du budget que je lui avais dit pour m'offrir un produit sur mesure qui répondait réellement à mes besoins. Donc que ce soit pour la gestion de vos investissements ou votre planification fiscale, quand Simon-Pierre travaille avec vous, c'est pour vous offrir la meilleure solution après avoir bien analysé votre situation. Si vous cherchez des partenaires pour vous aider à bâtir un avenir solide pour vous et votre famille, je vous encourage à contacter Roy Lévesque et Associés en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Avez-vous écouté l'épisode 97? Je suis Jean-François Tremblay, courtier hypothécaire et professionnel accrédité de la Manœuvre Smith. Depuis sa diffusion, j'ai fourni des plans financiers personnalisés à de nombreux auditeurs, leur permettant d'augmenter leur valeur nette d'un minimum de 50 000 $. Ne ratez surtout pas cette opportunité. Écoutez l'épisode 97 dès maintenant et contactez-moi via le lien dans la description de l'épisode pour un premier rendez-vous gratuit. À bientôt! Toujours dans l'étape 3, pour épargner, les auteurs mentionnent également que c'est important d'éviter les erreurs communes d'appauvrissement. Donc, ce n'est pas des dépenses nécessairement, mais c'est des erreurs qui peuvent quand même vous faire perdre de l'argent. Au moins, avec les dépenses, vous avez quelque chose en retour. Tu as ton linge, tu as ton char, ton cellulaire. Les erreurs communes d'appauvrissement, tu n'as rien en retour. Exemple de ne pas se protéger comme conjoint de fait, d'avoir une mauvaise allocation des ressources. Donc, exemple, investir 5 % dans un CPG quand on a une dette de crédit à 18 %. Et ça, c'est pas inventé. Là. Ça m'est arrivé dans un accompagnement récemment qu'il avait fait investir les personnes accompagnées. C'était quoi déjà? Oui, il avait fait investir les personnes accompagnées dans un produit, un CPG, à 2 ou 3 % alors qu'il y avait comme une dette à 6-7 % à rembourser. Ça n'avait aucun bon sens. Bref, mauvaise allocation des ressources. L'assurance, être sous- ou surassuré, de spéculer dans des placements, d'augmenter votre rythme de vie à la même vitesse que vos revenus et même plus. Dans l'épisode 52, on a ajouté également l'impatience, donc de préférer le présent au futur, de ne pas être capable d'attendre la récompense différée. Et dans les épisodes 53 et 75, on ajoutait l'endettement aussi. Et on suggérait d'éviter l'endettement comme la peste. Ensuite, pour épargner davantage, c'est intéressant d'augmenter ses revenus. On en parle dans les épisodes 4, 6 et 34. Donc, en plus de diminuer les dépenses, c'est important d'augmenter vos revenus en développant votre valeur, en travaillant plus ou en négociant une augmentation de salaire. Souvent, c'est un peu plus complexe que de descendre les dépenses parce que ce n'est pas totalement de vos mains, mais l'impact d'augmenter les revenus peut être beaucoup plus grand. Ensuite, pour épargner davantage, toujours dans l'étape 3, les auteurs disent qu'il faut suivre ces chiffres pour savoir où couper ou dépenser, où couper ses dépenses en fait. Pour vous aider à mieux gérer vos entrées et sorties d'argent, c'est important d'avoir des outils pour vous aider. En sachant ce qui se passe avec ce que vous gagnez, vous allez être plus en mesure de couper certaines dépenses ou de mieux répartir vos revenus. Donc, l'étape 1, en fait, le premier élément, c'est d'avoir un budget, bien sûr. C'est la base dans plusieurs livres. Donc, épisode 4, 5, 7, 10, 11, 12, 38, 42, 66 et 77, on parle du budget. Il ne faut pas oublier d'intégrer dans le budget l'épargne. C'est super important et on suggère souvent du 50, 30, 20, là, donc 50 % dans ce qui est essentiel comme logement, transport, etc., 30 % dans vos loisirs et 20 % pour l'épargne et l'investissement. Outre le budget,
que je n'aime pas beaucoup personnellement, mais qui est important si vous n'êtes pas capable de contrôler vos finances. Je préfère les virements automatiques qu'on va voir plus loin, là. Mais bref, vous pouvez faire un bilan aussi de vos avoirs, ce que je fais dans mes bilans sur le podcast. On a vu ça dans les épisodes 37, 38 et 45. Donc, ça va vous permettre de calculer votre actif net et de voir si votre situation financière progresse bien. C'est super motivant également de voir quand ça monte. Dans l'épisode 49, on parlait plutôt d'avoir un plan de dépenses conscient. Donc, de plutôt allouer un pourcentage différent au poste de dépenses dans notre budget. Bien, même pas juste d'avoir un budget, en fait, c'est de dire, bon, ben, je veux que 15% de mon salaire soit destiné à ma voiture, c'est beaucoup, ou à mes loisirs. Mais bref, c'est de plutôt, au lieu de dire je budgète, c'est de prévoir d'avance, voici comment je vais allouer mes ressources. Et enfin, pour épargner, on arrive à la règle d'or, se payer en premier. Donc, on en parle dans les épisodes 5, 10, 11, 34, 38, 42, 48, mais également dans les épisodes 56, 66, 75 et 83. Ça varie entre 10 et 20 % et il faut faire ça avant toute chose. Donc, c'est la première chose qu'on doit faire, c'est se payer en premier. Si vous avez du mal à le faire, comme j'ai dit tantôt, faites-le automatiquement. Donc, dès que votre paye rentre, vous avez 20 %, 10 %. Commencez avec le chiffre que vous êtes capable. Ça peut être 3 % au début, là. On y va avec des petits pas, mais il faut que vous soyez capable d'épargner un montant. Et si vous n'êtes pas capable de vous gérer, ça va se faire automatiquement dans votre compte de courtage ou avec votre professionnel. Vous pouvez aussi créer plusieurs comptes. Donc, avoir un compte ou qu'il y a un virement automatique pour votre fonds d'urgence, un pour vos dépenses fixes, un pour vos dépenses quotidiennes, un pour l'investissement, un pour un projet à moyen terme. Et vous avez un pourcentage directement de votre paye qui va dans chacun de ces comptes-là. Donc, dans l'épisode 88 avec le livre de Marc Blais, il suggérait même un compte par projet. Donc, 100$ par semaine qui part pour la toiture dans 15 ans, 125$ qui part pour la voiture dans 6 ans. Donc, ça peut être une autre façon de fonctionner. Je ne suis pas assez organisé pour être capable de la mettre en place. J'ai ça en tête, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. L'avantage avec ça, c'est que tout devient automatique et vous n'avez pas des décisions à prendre à chaque fois votre paye rentre. Vous prenez une bonne décision une fois, c'est de répartir votre paye dans différents comptes avec des virements automatiques. Et une fois que cette décision-là est prise, bien, c'est fait. Vous n'avez plus besoin de penser à vos finances. Si ton 20 % est déjà parti sur ton compte Disnat, tout ce qui reste dans ton compte, bien, c'est pour payer tes dépenses et tes loisirs. Fait que si tu payes ta maison, ton char et tout, puis il te reste 1000$ à la fin du mois, bien, garde-toi. Il y a une citation qui venait d'un des livres là, ou un des épisodes, je ne me rappelle plus, mais c'est The best way to save is to not see the money. Donc, la meilleure façon d'épargner, c'est de ne pas voir l'argent et de mettre en place ces virements automatiques-là. Et rappelez-vous, l'important, ce n'est pas de savoir comment vous gagnez, mais comment il vous reste dans les poches à la fin du mois. Section intéressante, la gestion des surplus. Il y avait juste l'épisode 45 qui en avait parlé dans la première synthèse. Maintenant, on en parlait également dans les épisodes 66, 77, 82 et 83. Et on parlait de faire, maintenant que tu as réussi à dégager de l'épargne, qu'est-ce que tu fais? C'est pas compliqué, tu places ton argent où le taux est le plus élevé en premier, que ce soit de l'investissement ou de la dette. Donc, par exemple, tu es mieux de rembourser une dette de crédit de 10 % que d'investir dans ton CELI à 5 %. La dernière fois, on partait juste des étapes de Danny Provost dans l'épisode 45. Maintenant, j'ai bonifié tout ça avec les épisodes que j'ai nommés tantôt. Voici les étapes habituellement logiques pour gérer ses surplus. Ce n'est pas la vérité infuse, c'est des étapes habituellement logiques. Ça va dépendre de votre profil, de votre situation. Première étape, habituellement, on en garde pour payer ses impôts. Deuxième étape, les cartes de crédit ou toute dette personnelle de plus de 10 %. Et il faut voir le paiement de la dette comme un investissement. Donc, si vous remboursez une dette à 10 %, bien, c'est comme si vous aviez un investissement garanti de 10 %, ce qui n'existe pas là, sur les marchés boursiers. Donc, il ne faut pas voir quand vous remboursez une dette comme « Ah merde, je ne suis pas en train d'investir ». Voyez ça plutôt comme « Hey, je viens d'investir dans un produit avec un 10 % de rendement garanti, il n'y a personne d'autre qui a ça ». Fait que ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est d'avoir un fonds d'urgence dans votre CELI, s'il y a de la place, un fonds d'urgence de 3 à 6 mois. Et il faut que les liquidités soient accessibles rapidement. Donc, on ne met pas un fonds d'urgence dans un certificat de placement garanti 3 ans où tu n'auras pas accès si ta toiture brise ou ton char brise. Quatrième étape, si tu réussis à dégager de l'épargne, c'est ton fonds de pension, ton REER collectif avec ton employeur, parce qu'il va cotiser à part égale souvent avec toi. Cinquième étape, selon Danny Provost, l'épisode 45, c'était d'investir dans un REER de fonds de travailleurs comme la FTQ. Je nuance dans plusieurs épisodes depuis. Là, pour moi, ce n'est pas nécessairement exactement l'étape 5. Là. J'éliminerais peut-être même cette étape. Il y a d'autres choses plus avantageuses pour moi si vous êtes en autogestion. Mais honnêtement, avec les choses que j'écoute, là, c'est pas mauvais non plus là, de le faire. Sixième étape, maximiser le REER. Vous voyez, ça pour moi, ça viendrait avant
l'étape 5. Donc, le RE viendrait tout de suite pour moi après le fonds de pension employeur. Étape 7, c'est les dettes personnelles au-dessus de 4 %. Je dirais peut-être 5 % ici même, là. Et il y a deux auteurs comme Dave Ramsey à l'épisode 82 qui inclut ici l'hypothèque. Donc, une fois que tu as 15 % d'épargne dans ton REER et ton REER rempli, il dit tout de suite à l'étape 7 de rembourser ton hypothèque également, même si elle est en bas de 4-5 %. Les autres auteurs, ils mettent ça plus loin. Là, vous allez voir, ça va être à l'étape 9. L'étape 8, REER et CELI, selon votre situation. Et l'étape 9, c'est le compte non enregistré ou rembourser l'hypothèque ou toute autre dette en bas de 4-5 %. Actuellement, c'est sûr, notre hypothèque, il y en a plusieurs qui sont en haut de 4-5 %, donc ça serait plutôt à l'étape 7 et non l'étape 9, mais ça dépend des périodes. Donc, vous vous êtes fixé des objectifs, vous avez fait une petite introspection sur c'est quoi votre relation à l'argent, vous avez réussi à épargner. Maintenant, l'étape 4, c'est se protéger. Dans les épisodes 11 et 42, on parle d'assurance invalidité, qui est essentielle selon moi, et d'assurance vie également, si vous ne voulez pas que les gens vous laissent après vous soient dans la merde. Donc, on en parlait en 11 et 42. Je ne vais pas plus en détail, là. Vous pouvez lire sur ces types d'assurance-là. C'est les deux plus intéressantes pour moi et les plus populaires, là. Et dans l'épisode 68, on présentait une assurance vie permanente avec dividende qui permet de battre le marché. Attention, j'en ai parlé dans mon dernier bilan également, c'est un produit niché qui demande de faire ses devoirs, pas prendre n'importe quoi. Écoutez bien l'épisode et faites affaire avec un professionnel. Je le mets en place depuis très récemment, là. On va voir comment ça se passe. Et le testament, si vous n'aimez pas la chicane, il faut faire un testament aussi. Et dans l'épisode 52, on parlait de protéger sa santé physique et mentale parce que ça a un impact positif sur notre productivité et que votre capacité à atteindre vos objectifs financiers dépend de votre santé. Donc, c'est pour ça que l'assurance à validité est intéressante. Étape numéro 5. Donc, vous avez épargné, vous vous êtes protégé. Maintenant, vous avez des liquidités disponibles pour investir. Donc, l'étape 5, c'est investir. C'est le bout pour moi qui est le plus fun, même si ce n'est pas le premier qui arrive. Premier élément qu'on discute dans l'investissement, c'est le profil d'investisseur et le portefeuille. Donc, dans l'épisode 45, on dit que c'est important de connaître ton profil d'investisseur. Souvent, ce profil-là va te donner une répartition action-obligation. Donc, tu vas être soit dynamique, là, mettons audacieux, 100% action ou 80-20, donc 80% action, 20% obligation, ou plus sécuritaire à 40% action, 60% obligation. Il y a des tests en ligne là, qui permettent d'avoir ton profil d'investisseur sur le site de l'AMF. Tu as 3 façons d'investir ensuite. Tu peux investir seul, avec un robot conseiller ou avec un professionnel. Je commence avec celle que je prône pour les gens qui s'intéressent à leurs finances. Donc, quand je dis d'investir, ce n'est pas de laisser ton argent dans ton compte épargne comme dans l'épisode 66 là, ou comme moi jusqu'à 28 ans. Sinon, tu ne profites pas des rendements composés. L'épisode 67 montrait que 42 % de l'argent dans les CELI canadiens sont dans un compte épargne, alors que c'est le véhicule idéal pour investir à long terme, donc avec des rendements qui sont non imposés. Là, tu n'as aucun rendement dans ton compte épargne, tu gaspilles les avantages du CELI. Il y a donc une grosse différence entre épargner et investir. Donc, la première façon d'investir, celle que je préconise moi dans mon cas, c'est l'investissement de façon autonome qu'on a vu aux épisodes 4, 38 et 42. Ça signifie que tu dois t'ouvrir un compte de courtage sur, par exemple, Disney, Wealthsimple, Banque Nationale, il y a plein de plateformes différentes, le Questrade. On va voir différentes stratégies possibles plus loin pour investir seul. Mais avant, je vais vous présenter les obstacles de l'investisseur autonome parce que c'est important, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour investir de façon autonome. Les obstacles sont tellement discutés dans de nombreux épisodes là, que je ne vais pas tous les nommer, mais dans les plus récents, tu as 51, 52, 53, 54, 64, 67, 87 et 88. Et le premier obstacle, c'est l'obstacle d'ancrage. Donc, on va toujours être influencé par une valeur arbitraire. Je ne vais pas vendre tant que le prix n'aura pas remonté à ce que j'ai payé. Le problème avec l'ancrage, c'est d'attendre que le prix remonte à ce que vous avez payé ou ce qui a déjà été. Donc, hey, Medifast valait 250$ à m'amener, il est rendu à 18$. C'est sûr qu'il va remonter au moins à 100$. Ça, c'est de l'ancrage. Donc, peut-être que je suis en train d'en faire avec Medifast. On n'est pas tous parfaits. Donc, le problème, c'est que vous risquez ou je risque de passer à côté de d'autres occasions qui peuvent être plus intéressantes en attendant que le titre remonte alors peut-être qu'il ne va jamais remonter. Deuxième obstacle, c'est le conformisme, donc d'investir comme tout le monde, alors qu'on est souvent en retard dans les nouvelles. Troisième obstacle, c'est la comptabilité mentale, donc de ne pas accorder la même valeur à l'argent selon sa source. Donc, si tu fais 1 000 $ en dividende, tu vas peut-être plus à l'aise de le risquer parce que c'est de l'argent que tu as gagné, on va dire. Alors que l'argent, si tu gagnes 1 000 $ au travail, à la fin du mois, que tu es capable d'investir, là, tu es plus stressé. C'est pas logique pourtant, c'est 1 000 $ quand même, que ça vienne des dividendes ou que ça vienne de ta job.
Quatrième obstacle, c'est l'excès de confiance, donc de surestimer tes capacités dans les bonnes années. Il faut s'évaluer également lorsque ça va moins bien. Cinquième obstacle, refuser les pertes. Sixième, trop regarder ses investissements que ça devient lourd. Septième, ne pas se fixer d'objectifs ou de ne pas avoir de plan d'investissement. On va voir un petit peu plus loin. Je ne sais plus, je suis rendu à quel chiffre, là, je vais dire 8, croire au miracle. 9, avoir peur du marché boursier, avoir peur de se tromper, avoir peur de manquer une bonne occasion, peur de rien faire, donc avoir peur tout le temps. Ensuite, d'acheter et vendre trop souvent. Vous avez vu, j'ai perdu le fil des chiffres, là, fait que je les nommerai plus. Ensuite, le charme du pessimisme ou être trop optimiste. Donc souvent, on va toujours dire « Ah, le marché va descendre, il va continuer de descendre » ou « ça va toujours monter ». Il y a des creux des fois dans le marché boursier, mais de façon générale, ça monte. La gestion des émotions, donc pour moi, c'est le principal obstacle là, de vendre ou de paniquer ou de stresser quand les marchés descendent. Le biais, le home bias, là, donc le biais de localité, mon Dieu que c'est mal traduit, de juste investir dans son pays en gros, donc d'avoir tous ses actifs au Canada par exemple. Le jargon financier, c'est un obstacle. Ça semble compliqué, mais ce ne l'est pas. Là. Les gens veulent vous faire croire que c'est difficile d'investir parce qu'ils vont chercher votre argent, mais dans les épisodes 16 et 17, on voit les principaux termes, là, ça nous permet de les comprendre, notamment les types d'investissements. Les épisodes 16, 17, 63 et 67 permettent de voir que c'est plus avantageux de faire un gain en capital en vendant des actions parce que ce gain-là est imposé seulement à 50% de sa valeur totale. Sauf avec les nouvelles règles, là, c'est 66,7% si vous faites plus que 250 000 de gain en capital. Donc, le gain en capital est moins imposé que le gain en dividende ou en revenu d'intérêt. Donc, on devrait privilégier ce type de gain-là. En plus des rendements plus élevés historiquement des actions sur le marché boursier, le risque associé à la bourse qui nous fait souvent peur est souvent associé à la volatilité, donc la variation des prix assez grande, alors que cette volatilité-là, toujours le fun de dire ce mot-là, elle est normale. Puis elle n'a pas d'impact nécessairement à long terme, sauf sur vos émotions si vous ne comprenez pas ce principe-là que c'est normal que les prix bougent. Ce qui est encore plus dangereux que la volatilité pour votre portefeuille, votre patrimoine, c'est de ne pas être investi parce que l'inflation va vous faire perdre des rendements que vous auriez pu avoir sur le marché boursier. Ça, c'est du vrai risque, alors que la volatilité, pour moi, ce n'est pas du risque, c'est la normalité du marché boursier. Avant de voir comment investir, il y a également des incontournables à connaître en investissement. Dans l'épisode 62 avec Fabien Major, il disait que ça prenait 3 choses pour s'enrichir avec le marché boursier. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu en as 2 sur 3, tu vas réussir d'avoir des bons revenus, d'être économe et d'avoir du temps devant soi. Dans l'épisode 66, on parlait plutôt des montants investis, donc les revenus plus l'épargne, du temps, mais aussi des rendements. Donc, c'est important que tu aies des rendements quand même assez intéressants pour pouvoir faire fructifier ton patrimoine. Il y a d'autres auteurs qui vont plus loin dans les incontournables, là, qui parlent de diversification, dont notamment là, des épisodes 53, 54, 64, 67, 87, 89. Donc, l'épisode 89 avec Ben Félix montrait notamment des études qui prouvent que de diversifier avec des indices hors Amérique diminue le risque avec des potentiels de rendement pourtant identiques. Les incontournables, c'est de ne pas trop regarder ses placements non plus. Donc, l'épisode 10 montrait que les gens qui oublient leurs placements sont souvent les meilleurs investisseurs. Et on parlait bien sûr dans les incontournables de rendement composé, donc épisode 10, 15, 53, 63, 64 et 66. Un petit exemple rapide, si vous investissez 10 000 $ à 30 ans et vous ajoutez 200 $ par mois pendant 35 ans, avec la calculatrice « Gérer mieux votre argent », j'ai calculé un rendement de 8 % dans un FNB 100% indiciel. Vous finissez à 622 000 $, mais tu as juste mis 94 000 $. Donc, tu finis avec 622 000 $. Tu as mis 94 000 $. Donc, tu as généré avec les rendements composés 528 000 $, alors qu'après 20 ans, tu étais juste à 109 000 $ sur le 528 de rendement composé. Donc, après plus la moitié du chemin, tu avais à peu près 20 % seulement des rendements composés accumulés. C'est pour ça que c'est important d'avoir du temps devant soi. Je ne vous nomme pas les épisodes là, parce qu'il y en a beaucoup, mais on parle de patience et discipline, donc d'être capable d'attendre une récompense différée. On parle de risque et de rendement, c'est pas toujours corrélé, mais la plupart du temps, ça l'est. Ne pas essayer de timer le marché, d'avoir une marge de sécurité quand vous investissez dans les titres individuels, d'investir à long terme, parce qu'historiquement, sur 10-15 ans, la bourse, ça monte, mais sur 2 ans, vous pouvez perdre beaucoup d'argent selon le contexte. Dans l'épisode 51, on donnait notamment un exemple d'un salaire moyen canadien qui place 10 % de ce salaire-là, donc 30 000
de salaire net, c'est le salaire moyen canadien. Donc, tu mets 3 000 par année d'investissement de 25 à 65 ans à 7 % de rendement et tu finissais quand même avec 620 000 non imposables dans ton CELI. Donc, ça ne prend pas grand-chose pour faire fructifier son patrimoine. Investir, constance, patience. Un autre incontournable d'investir dans ce qu'on comprend et faire ses recherches. Donc, l'épisode 87 disait qu'il y a seulement 1 % du temps que vous consacrez à vos finances qui devrait être dans de l'investissement. Le reste, à faire des transactions plutôt, le reste devrait servir à faire des budgets, réfléchir à votre répartition, à votre stratégie, mais pas à faire des transactions. Donc, si vous mettez juste 10 heures dans l'année pour vos finances, vous devriez mettre juste seulement 6 minutes à faire des transactions. Mieux vaut alors y aller avec un FNB indiciel plutôt que d'acheter ce que le beau-frère vous dit d'acheter. On parle également de notion de perte temporaire et théorique dans l'épisode 67. Donc, vous ne perdez pas nécessairement l'argent à cause que le marché boursier baisse. Si vous ne vendez pas ce titre-là, vous ne perdez pas votre argent. Et enfin, dernier incontournable, le marché boursier est irrationnel. Il faut être prêt à payer le prix de sa volatilité pour profiter de ses rendements. On en parle dans les épisodes 18, 29, 30, 41 et 67. Quand le marché boursier devient fou, il faut se fier à son jugement. Donc, on va le voir avec des stratégies d'évaluation plus loin. Et le marché est une machine à voter à court terme, mais une machine à pondérer, on pourrait dire, à long terme. Dans l'épisode 54, on a ajouté qu'il y a des auteurs qui disent que le marché est plutôt efficient. Donc, c'est difficile de trouver des aubaines comme j'essaie de faire avec une partie de mon portefeuille dans mon CELI. C'est pour ça qu'on va voir plus loin que la meilleure stratégie consiste à faire la moyenne du marché boursier en diminuant les frais de gestion et non pas en essayant de battre cette moyenne-là. Et pour ce faire, la façon la plus simple plutôt, c'est d'utiliser des FNB indiciels. Peu importe ce que vous entendez sur les autres podcasts, j'écoute plusieurs autres podcasts avec des professionnels qui connaissent des professionnels qui sont capables de battre les marchés boursiers. Faites confiance aux mathématiques. Il y a 5 % des gens qui sont capables de le faire sur 5 années et plus. Essayez pas de battre la moyenne. Faites la moyenne, puis si vous essayez de la battre, faites-le avec un petit pourcentage de votre portefeuille. Les gens qui vous disent ça ont toujours des incitatifs parce que c'est des professionnels du domaine financier. Bien sûr, ils vont prêcher pour leur paroisse. Moi, je fais la synthèse de livres dans mon sous-sol. J'ai rien à vous vendre dans les produits financiers. Donc, que je vous dise que oui, les professionnels les battent ou non, ils les battent pas, je gagne rien à dire ça. Donc, je peux vous dire que les FNB indiciels, les statistiques montrent qu'ils vont battre les professionnels. Donc, faites attention à ce que vous entendez sur d'autres podcasts ou dans ce que vous lisez ou entendez. This is the sound of your ride home with Dad after he caught you vaping. Awkward, isn't it? Most vapes contain seriously addictive levels of nicotine and disappointment. Know the real cost of vapes. Brought to you by the FDA. This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means. It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop early holiday deals now. You've been busy. So many things to do, running around from this place to that. So make sure you finish in a better place and unplug, unbox, and unwind with the Lego set. Because when you build with Lego bricks, the fun and satisfying click-clack of creating your masterpiece emotionally transports you to somewhere where a hectic day just melts away. Build your happy place. Lego. Adults welcome. Ensuite, on parle dans l'investissement des différentes stratégies pour investir. Donc, maintenant que tu sais quoi faire pour ne pas te planter comme investisseur, il faut savoir quoi faire avec ton compte de courtage si tu le fais de façon autonome parce qu'on est dans cette section-là du podcast, là, investir seul, comment acheter des actions, quelle action choisir. Je vous présente les principales stratégies que j'ai découvertes dans le podcast pour investir de façon autonome. Je vous rappelle avant que vous devez bien sûr connaître votre profil d'investisseur, comme on a vu dans l'épisode 67, avant de commencer à investir seul.
Je viens de le mentionner, là, puis je l'ai dit quelques fois depuis le début de l'épisode, là, mais la façon la plus simple, c'est les FNB indiciels. C'est quoi des FNB indiciels? Vous pouvez le voir dans les épisodes 64 ou 67 ou écouter la synthèse épisode 50. Mais vu que c'est quand même central, ben, un FNB, c'est un panier d'actions qui va suivre un indice. Par exemple, le plus connu, c'est le SP500, l'indice américain des 500 plus grosses compagnies américaines. Ben, si tu achètes un FNB, tu vas mettre 50$ dans ton FNB, tu achètes une action de ton FNB, mais dans cette action-là, eux vont prendre les 50$ de tout le monde puis vont acheter le pourcentage de chacune des 500 plus grosses compagnies américaines. Donc, si Apple fait 3% de l'indice, bien, dans ton 50$, tu vas avoir 3% de Apple. Donc, c'est super simple parce que tu as un portefeuille diversifié qui suit un ou plusieurs indices, parce qu'il y a des FNB qui peuvent suivre plusieurs indices en même temps. Tout ça de façon simple. La rééquilibration se fait automatiquement par le responsable, le détenteur du FNB, bien, plutôt la compagnie. Et surtout, les frais de gestion sont bas. Donc, cette stratégie-là, comme je viens de dire tantôt, bat la majorité des experts. Donc, entre 75 et 95% des experts là, sur 5 ans selon différents auteurs. Et c'est la stratégie la plus simple qui est nommée dans plusieurs épisodes du podcast, surtout si vous le faites de façon constante et régulière, à chaque fin de mois, à chaque 2 semaines, à chaque semaine. Bref, peu importe la fréquence, tant que vous le faites à une fréquence stable. Et que vous n'essayez pas de timer le marché. Il existe des FNB indiciels simples comme indice américain, canadien, international, mais il y a aussi des FNB sectoriels comme technologique, intelligence artificielle ou il y a des FNB de compte épargne intérêt élevé comme cash.to ou des FNB d'obligations. Il y a des FNB tout en un. Vous n'avez pour tout. L'objectif, c'est de garder ça simple et juste de diversifier. Vous n'êtes pas obligé de suivre 40 indices différents. Vous pouvez prendre un tout en un. Ça fait la job. Donc, cassez-vous pas la tête. Gardez cette stratégie-là simple. Je rencontre des gens dans les accompagnements là, souvent qui ont 7 FNB différents. Je suis comme, t'en as juste besoin d'un ou deux. Là. Casse-toi pas la tête. Ça doit être simple, en fait. Dans l'épisode 63, je présentais 4 étapes simples pour investir dans les FNB. Donc, étape 1, ouvrir un compte de courtage ou faire affaire avec un robot conseiller. 2, déterminer le FNB idéal selon la répartition souhaitée. Donc, si tu veux 100% action, ça peut être VEQT. 80-20, ça peut être VGRO. 60-40, ça peut être VBAL. 3e étape, virer de l'argent dans le compte fiscal le plus avantageux pour investir, exemple CELI ou REER, et le faire idéalement de façon automatique. Et 4, il faut acheter à un moment déterminé d'avance. Moi, c'est une fois par mois. Vous devez acheter le nombre d'actions du FNB souhaité selon l'argent qui est disponible sur votre compte de courtage. Donc, si tu as 300$, tu peux acheter 10 actions à 30$ par exemple. Et c'est tout. Donc, la seule décision que tu dois faire quand tu utilises l'approche indicielle dans des FNB, c'est choisir quel FNB investir selon ta stratégie. Tu n'as pas besoin de connaître le jargon. Tu n'as pas besoin d'analyser des compagnies, juste comprendre que le marché boursier est volatile et d'investir à long terme. C'est pas si facile, mais le côté technique, comment investir, c'est facile. Ensuite, si vous avez besoin de soutien, je suis d'accord que vous pouvez payer à l'heure un professionnel pour construire votre plan et le revoir juste rendu à 55 ans, mettons, avant la retraite. Ensuite, faire confiance aux mathématiques et de ne pas regarder vos comptes si vous paniquez. L'épisode 64 montrait qu'une baisse de 20% arrive tous les 3 à 5 ans et une baisse de 10% arrive toutes les années en moyenne depuis 1900. Mais quand même, le rendement moyen des actions est autour de 9%, donc il faut voir à long terme avec ces stratégies-là. Il existe des Target Date Funds aussi qui sont encore plus simples. C'est comme un FNB, mais qui va se rééquilibrer automatiquement dans la répartition d'actifs selon votre âge et la date de retraite choisie. Donc, tu pourrais dire, moi, mon profil, c'est 80-20 à 40 ans, mais il va devenir automatiquement 40-60 à 65 ans. Donc, tout va se faire progressivement entre tes 40 et tes 65 ans pour respecter ton profil de risque. Le produit est intéressant, mais je ne l'ai pas trouvé sur Disney en canadien. Il est disponible en américain en ce moment, les produits Vanguard, mais pas en canadien, donc juste en US. Au moment que j'ai regardé ça à l'épisode 56. Donc, peut-être que depuis l'épisode 56, ça a changé. Je n'ai pas vérifié avant d'ouvrir le micro ce matin. Une autre stratégie, c'est l'analyse fondamentale. Donc, l'analyse fondamentale, ça te permet d'analyser les fondements de la compagnie, ses ventes, ses profits, ses dettes, la direction, etc. Vous pouvez voir mon outil à l'épisode 81 et celui que je partage aux abonnés. Il y a 2 branches dans l'analyse fondamentale. Une branche valeur et une branche croissance. Donc, valeur, on va essayer d'acheter des compagnies qui ne sont pas chères temporairement et croissance des compagnies qu'on sait qui vont augmenter leur chiffre d'affaires dans les prochaines années.
ma stratégie à moi combine les deux. L'objectif de l'analyse fondamentale, c'est de trouver des compagnies exceptionnelles avec un avantage compétitif comme Meta, Apple, les chemins de fer, Coke, etc. On parle d'avantages compétitifs aux épisodes 19 et 30. Pour avoir les indicateurs qui vous permettent de faire l'analyse fondamentale, il y a les épisodes 16, 18, 19, 21, 22 surtout, c'est le meilleur pour moi, 23, 24, 70, 71 et 87. Je ne vous les résume pas aujourd'hui parce que c'est un épisode synthèse pour voir les grandes lignes et ma stratégie principale n'est pas la sélection de titres individuels avec l'analyse fondamentale, mais ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir ces détails, ces épisodes-là ou vous abonner pour avoir mon outil. Pour apprendre à valoriser chaque compagnie, donc connaître le bon prix à payer selon son secteur et son stade de développement, je vous invite à écouter l'épisode 55 qui aborde l'évaluation relative et l'évaluation intrinsèque. Attention, ces deux méthodes d'évaluation-là demeurent quand même extrêmement subjectives. Une autre stratégie pour analyser les compagnies en bourse, c'est l'analyse technique qu'on a vu à l'épisode 25. L'analyse technique, ça consiste à lire des graphiques pour prévoir la hausse ou la baisse d'un titre. De façon générale, c'est une stratégie qui prend beaucoup plus de temps à mettre en place et les statistiques montrent que les gens qui mettent en place l'analyse technique ont des rendements souvent moins intéressants qu'avec une approche indicielle. Ce n'est pas mon expertise, je l'avais dit dans la première synthèse à l'épisode 50 que j'allais essayer de lire un peu plus sur ça et je l'ai fait. À l'épisode 61, on voyait le Jim Simons qui faisait un rendement moyen après frais de 37% à peu près depuis 1988 et on voit bien rapidement qu'il se basait sur des algorithmes puissants, des données inimaginables accumulées depuis 88 ans et parmi les meilleurs PhD en mathématiques du monde. Il dit lui-même à la fin de son livre qu'il a fait des profits sur le dos des traders du dimanche comme vous et moi qui feraient de l'analyse technique. Donc la plèbe, comme nous, qui se risquent dans ce type d'investissement-là, se bat contre des géants qui ont accès à des outils qu'on n'a pas. Donc pour moi, l'analyse technique, même si j'ai lu encore un peu plus là-dessus, ce n'est pas une approche qui m'intéresse. Quels sont les avantages et les désavantages de l'investissement autonome? On en parle dans l'épisode 22. C'est parce que tu te demandes peut-être pourquoi tu ferais ça tout seul si quelqu'un peut le faire pour toi. C'est pas fou, mais la principale raison, j'en ai glissé un mot tantôt, c'est que tu as beaucoup moins de frais de gestion à faire ça tout seul, genre 0,08% au lieu de 2,8%. Tu dis peut-être que ça ne change pas grand-chose, 2% de frais. On va voir plus bas si tu dis toujours ça. Tant mieux pour toi, ça veut dire que tu n'as vraiment pas le goût de t'occuper de tes affaires, puis c'est bien correct. On est mieux de se connaître et de s'assurer qu'on ne vire pas fou avec ça et faire affaire avec un professionnel, mais on va voir tantôt de faire affaire avec un bon professionnel. Un avantage, selon l'auteur à l'épisode 22, c'est de mieux contrôler tes finances parce que tu es la personne qui te veut le plus de bien financièrement. Et c'est le seul domaine, les finances, où un amateur peut faire mieux qu'un expert et c'est super contre-intuitif. Le plus difficile, c'est de rien faire justement et c'est vrai, tu achètes ton FNB, mais tu n'as pas l'excitation que tu peux avoir quand tu vends ou tu achètes un titre individuel. Tu sais, la semaine passée, j'ai acheté du Visa, je pense. J'enregistre l'épisode. Oui, j'ai acheté du Visa avec mon US. Puis je me disais, j'ai eu de l'adrénaline là, d'analyser est-ce que j'achète du Visa, est-ce que j'achète Adcore, est-ce que. Il y a une petite adrénaline à faire ça. Là. Puis j'ai pas cette adrénaline-là quand j'achète mon vieux FNB put-put là, à la fin du mois. Il faut être prudent pour pas juste rechercher cette adrénaline-là parce que parfois ça peut payer, mais les statistiques montrent que c'est pas le cas dans la majorité du temps. Sur cette belle phrase, il y a également des désavantages à investir seul. Ça prend beaucoup de temps à investir au début, puis il faut que tu fasses ton plan. Et ce plan d'investissement-là est super intéressant, pas intéressant, mais important plutôt, à faire au début. Puis il y en a plusieurs qui ne le font pas. Donc, ça va être quoi ta répartition dans différents secteurs, dans tes FNB, dans ta sélection individuelle. Donc, si tu n'es pas juste dans un FNB tout en un, bien, ça te prend un plan d'investissement. Ça va te prendre du temps également à t'approprier la plateforme de courtage et ensuite un peu de temps chaque mois pour investir. Mais ça, si tu utilises un FNB indiciel, c'est maximum là, 5 minutes par mois et encore moins si tu le fais aux 3-4 mois. Là. Je viens de parler des plans, d'avoir un plan d'investissement. On en parle aux épisodes 17 et 67. Est-ce que tu vas être 100% indiciel? Tu vas prendre des FNB ou des actions? Tu vas investir à quelle fréquence? Dans quel compte tu vas investir, quel pourcentage de tes investissements dans chacun de tes comptes. Ça va être quoi la répartition des actifs, tu vas avoir des obligations. Il y a certains auteurs qui disent 50-50 quand tu es jeune, d'autres 80-20, d'autres 20-80 quand tu es plus vieux, d'autres qu'on ne se trompe jamais avec du 60-40. Personnellement, si vous avez
15 ans devant vous, le marché boursier est historiquement positif, donc ça peut être intéressant d'être 100% action, mais ce n'est pas un conseil. Si vous avez moins de temps devant vous pour un projet à court terme ou la retraite, ça peut être, ou un fonds d'urgence, il y a un produit liquide comme cash.to peut être intéressant, ou un compte épargne tout simplement. Je répète que pour moi, la stratégie la plus simple, ce n'est pas un conseil, mais ça vient de la majorité des auteurs, c'est d'investir dans un FNB indiciel selon votre répartition souhaitée. Et il y a des FNB tout en un qui peuvent être super intéressants pour commencer, soit VEQT, VGRO, ZEQT, XEQT, bref, il y en a plein là. Mais pour moi, c'est la façon la plus simple d'investir de façon autonome et surtout la plus efficace. Si tu n'es pas confortable d'investir seul, mais que tu ne veux pas payer les frais de gestion de ton conseiller financier, tu peux investir avec un robot conseiller. C'est la deuxième façon d'investir. On en parle dans les épisodes 4, 38, 42, 63 et 67. L'avantage, c'est que tu payes moins de frais, mais en même temps, tu n'as pas de conseil. Donc, pour moi, c'est bien si tu veux progressivement t'approprier l'investissement, mais sachant que ça prend 2-3 minutes par mois à investir dans un FNB, peut-être que même ces frais-là sont trop, mais pour moi, ça peut être une transition intéressante. Troisième façon d'investir, bien sûr, c'est avec un professionnel. On en parle dans l'épisode 5 notamment. Je rappelle, il faut bien magasiner votre professionnel. Un bon professionnel dans le domaine financier peut vous apporter beaucoup de valeur, surtout du côté de la gestion des émotions. Il y a même certaines études qui montrent qu'il y a des rendements supérieurs avec des professionnels. La plupart de ces études-là ne sont pas désintéressées, mais il y en a qui sont neutres et qui montrent qu'il y a quand même un bénéfice à faire avec des professionnels. Pour quelqu'un comme moi, il n'y aura pas de bénéfice parce que je fais ma fiscalité, je comprends les choses. Mais pour quelqu'un qui veut juste investir seul pour avoir des meilleurs rendements, il ne faut pas qu'il oublie qu'il y a d'autres choses autour des rendements également. Il y a une planification fiscale à faire avec un professionnel, donc ça peut vous apporter beaucoup. Dans tous les cas, que vous fassiez affaire avec un professionnel ou pas, l'important, c'est d'être en mesure de poser les bonnes questions quand vous allez en magasiner un. Par exemple, pourquoi vous me donnez un frais de commun de placement à 2,5 % qui suit le SP500 alors que je peux avoir un FNB qui fait la même chose à 0,08? Vous n'allez pas vous faire d'amis, mais vous allez faire plus d'argent au moins au bout de la ligne. Et je sais que ce n'est pas facile à trouver, mais de payer un professionnel payé à l'heure. Donc, vous n'êtes pas capable de payer 300$ de l'heure pour des conseils neutres et un plan financier, mais vous êtes capable de payer 5 000$ en frais de gestion par année pendant 30 ans pour avoir un appel téléphonique par année pour vous demander comment vont vos enfants, ou des fois, c'est aux 3 ans ou pas du tout. Donc, l'épisode 63 permet d'avoir des pistes sur les bonnes questions à poser à un professionnel pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. Vous sentez, là, chaque fois que je parle de ça, on dirait que j'ai un petit peu d'émotion. Je suis vraiment, là, au début du podcast, vous avez peut-être senti, j'étais très investissement autonome. En rencontrant des gens, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour tout le monde. Il y en a qui ne sont pas faits pour gérer leurs choses seuls, sont mieux de faire affaire avec un professionnel. Par contre, les gens que je rencontre, là, les professionnels qui ont, là, c'est tellement un désastre là, que ça met en tabarnak à chaque fois. Donc, j'ai rien contre le fait que vous fassiez affaire avec des professionnels, même que la plupart, peut-être que vous êtes mieux de faire affaire avec un professionnel, mais magasinez, s'il vous plaît. Utilisez des FNB avec votre professionnel. Et si vous commencez et qu'il n'y a personne qui veut vous avoir, qui a du bon sens parce que vous n'avez pas assez d'argent, bien investissez dans un robot conseiller ou tout seul pour commencer. Puis quand vous aurez plus de sous, vous irez vous magasiner un bon professionnel. C'est beau, ma petite crisette est finie. On va parler justement de frais de gestion. Oh non. On tombe dans les frais de gestion. C'est ça, je repogne les nerfs. On arrive rapidement, là, quand on parle des professionnels, là, aux frais de gestion qui sont dénoncés par plusieurs auteurs. Et ces frais-là peuvent faire fondre la moitié de votre patrimoine. C'est juste dans le premier épisode, là, je présentais l'exemple de mon chum qui perdait la moitié de son argent sur 30 ans à cause qu'il investit dans des fonds communs de placement avec un professionnel. Dans l'épisode 63, là, notamment, on dit que les professionnels ne sont pas là pour aider votre patrimoine. Ils vont penser à leur patrimoine en premier. Et je vous mets la citation en anglais. « My investment put 3 kids through university. Unfortunately, they were my advisor kids. » Donc, mes investissements ont permis d'envoyer 3 enfants à l'université. Malheureusement, c'était les enfants de mon professionnel, mon conseiller financier. Donc, tu sais, j'ai parlé de l'épisode 1, là, je m'étais mis une petite note ici avec mon chum, justement, c'est qu'il finissait à 808 000 $ dans 30 ans dans son CELI et son REER au lieu de 2,5 millions. Là. Donc, ça, c'était pour des fonds peu performants par rapport au SP500, là, mais il payait le gros prix pour les frais de gestion. Donc, en plus des frais de gestion, des fois, vous avez des produits de marde. Donc, ils vont vous mettre dans un produit à 2,9 % alors que le marché fait 16 %. Puis là, je le sais, là, j'écoute des podcasts avec des professionnels du domaine financier des fois, puis je pogne les nerfs en courant, là, mais bref,
Ils disent, ouais, ben nos objectifs, c'est aussi de protéger le patrimoine. Nos clients ne veulent pas perdre leur argent. Mais avec votre éducation financière, vous allez comprendre que sur 10-15 ans, c'est pas grave s'il y a des années où vous perdez de l'argent si vous êtes capable d'avoir 1 million de plus dans votre compte à la fin. Là, fait que, éduquez-vous, c'est pas juste la faute des professionnels. Éduquez-vous, puis après ça, si vous avez un professionnel comme ça, ben n'hésitez même pas. Là. Ayez pas de remords à le sacrer dehors. Ça n'a aucun bon sens. J'ai des gens de mon entourage là, on a discuté de ça, on a vu les chiffres, ils ont vu qu'ils se faisaient crosser depuis... Excusez. Ils ont vu qu'ils n'étaient peut-être pas bien conseillés depuis 10 ans, puis ils se sentent mal de partir. Puis c'est pas une personne, là, il y a plusieurs personnes qui se sentent mal de partir, ils ont un malaise. Sentez-vous pas mal. Si c'est ça, partez puis magasinez-en un bon. Il y en a des bons professionnels. Je savais que j'allais repogner les nerfs en parlant de frais de gestion. Mon Dieu Seigneur. Dernier exemple, si vous voulez un rendement identique, si on prend un rendement identique de 8 % mais qu'on applique des frais raisonnables, on va dire 2 %, là, je vois du 3 % des fois, là. Si vous avez 25 000 en ce moment d'investis puis que vous cotisez 5 000 par année pendant 30 ans, si vous investissez seul avec des FNB, vous allez avoir 872 000 à la fin, dont 697 000 proviennent des rendements composés. Si vous investissez avec votre conseiller à 2 % de frais de gestion pour le même produit, là, il n'y a pas plus de risque, votre patrimoine n'est pas plus protégé, vous finissez à 558 000 donc 383 000 de rendement composé. La différence est là. Vous avez mis le même montant dans le même produit, pareil, et vous perdez 314 000 sur 30 ans. Donc, votre conseiller vous a pris 10 000 par année. Là. Donc, si vous n'êtes pas prêt à payer 300-400$ de l'heure pour faire affaire avec un professionnel, bien, dites-vous, vous payez 10 000 en ce moment. Donc, peut-être que ça vaut la peine de s'y intéresser et de lui poser les questions. Et je vous le dis dans l'exemple là, que je viens de vous faire, vous perdez 36 % de votre patrimoine, mais les chiffres sont encore plus horribles si vous avez encore plus d'argent déjà investi ou si vous cotisez davantage. Plus vous investissez, plus le pourcentage que vous perdez avec des frais de gestion est grand. Je répète, encore une fois, je comprends que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à gérer ses finances, mais si tu écoutes ça, c'est que tu es probablement capable. Ma fille pourrait faire les 4 clics par mois, ça prend 5 minutes, il faut juste gérer ses émotions. Si vous n'êtes pas capable, là, le professionnel est intéressant, mais magasinez-le. N'oubliez pas que 5 minutes par mois, c'est 1 heure par année sur 30 ans, ça fait 30 heures. 30 heures pour gérer vos investissements. Si on reprend l'exemple de tantôt sur 314 000 de frais, ça fait 10 500 $ que vous versez comme salaire pour gérer vos finances au lieu de le donner à votre conseiller. Est-ce que ça vaut la peine? Dans le pire des cas, la méthode hybride peut être intéressante. Je n'avais parlé à l'épisode 50, mais c'est de continuer avec votre conseiller financier, mais des nouveaux investissements que vous faites, de commencer tout seul pour voir si vous êtes capable de gérer vos émotions. Dive into a twisted 90s spy thriller in Call of Duty Black Ops 6 on October 25th. Black Ops is back with a cinematic single-player campaign, best-in-class multiplayer, and the return of round-based zombies. Get exclusive benefits with the Premium Vault Edition. You get great perks like the Mastercraft Weapon Collection and the Gobblegum Pack for the Zombies mode. Call of Duty Black Ops 6. Pre-order now. Hi, and welcome to IKEA. How can I help? Oh, my schedule is crazy. I just want some me time. Maybe it's time to embrace the joy of staying in. With comfortable beds, pillow and decor, mood lighting, and so much more, you can turn your bedroom into the place to be. Oh, sounds like a dream. We've got you. Visit us in-store or at ikea-usa.com/sleep to create your dream bedroom today. Get softer, smoother, and more even-toned skin after just one use with the new Gentle Exfoliating line from Cetaphil. Formulated with a unique triple acid blend that promotes surface skin cell renewal, these gentle chemical exfoliators remove dead skin cells and refine skin's texture while hydrating, resulting in softer, smoother, more even-looking skin. Shop the new Cetaphil Gentle Exfoliating line in the face and body aisles at your local Target store or online at Cetaphil.com. Donc, on a vu les 3 façons, là, investir seul, investir avec un robot conseiller ou investir avec un bon professionnel. Maintenant, c'est important quand on investit de profiter de la fiscalité qui nous est offerte. Donc, on en parle dans les épisodes 4, 5, 38, 45 et 87. Parce qu'on a beau de parler de frais de gestion, de rendement, mais ce qui est encore plus important
que de choisir la bonne stratégie, le bon véhicule de placement, c'est de bien s'occuper de sa fiscalité. Il y a 4 principaux comptes fiscalement intéressants au Québec. Il y a le REER, donc je les passe rapidement parce qu'on les avait déjà vus dans l'épisode 50, là, mais le REER permet de diminuer ton revenu imposable que tu as souvent déjà payé dans l'année, ce qui va te donner un retour d'impôt lors de ta déclaration. L'exemple de Ginette qui gagne 40 000 qui cotise 1 000 à un taux de 30 ben on va recevoir 300 $. Donc, 30 de 1 000 qu'elle a cotisé, son taux d'imposition, ça lui donne 300 $ de retour. Patricia, qui fait 300 000 à un taux d'imposition de 50 si elle met 1 000 $, elle va recevoir un retour de 500 $. Bref, le retour dépend de votre taux d'imposition. Si tu ne paies pas d'impôt, le REER n'est pas avantageux du tout. Les cotisations s'accumulent. Donc, si vous n'avez jamais cotisé à votre REER, vous risquez d'avoir un bon petit pactole que vous pouvez placer là-dedans. Le CELI, tu peux placer de l'argent qui est déjà imposé. Donc, tu n'auras pas de retour d'impôt, mais tous les rendements que tu vas faire dans ton CELI ne vont jamais être imposés. Donc, si tu mets 100 000 et que ça devient 150 000, quand tu vas retirer ton 150 000, tu ne vas payer aucun impôt, contrairement au REER qui, lui, va être imposé lorsque tu vas retirer tes sommes plus tard. La cotisation maximale en 2023 était de 6 500 $. C'était la même en 7 000 en 2024. Excusez-moi, je n'ai pas ça dans mes notes. Je suis parti de la synthèse de l'épisode 50, donc je ne l'ai pas mis à jour. Les cotisations CELI peuvent être accumulées. Donc, si tu n'as jamais cotisé, tu dois avoir à peu près un 95 000, je pense. Ouais. Donc, c'était 7 000 $ en 2024 et tu es rendu à 95 000 que tu peux cotiser. Le CELIAP, c'est un combo un petit peu là, de REER-CELI, c'est que tu vas pouvoir faire tes cotisations, avoir un retour d'impôt et ça ne sera pas imposable quand tu vas utiliser ce montant-là pour t'acheter une première propriété. Le maximum, c'est 8 000 $ par année et tu dois ne jamais avoir eu de maison ou pas de maison depuis 5 ans. Et ça, c'est pour les 2 partenaires du couple ou du mariage. Enfin, le 4e que je vous présente aujourd'hui, c'est le REE, le régime épargne études enregistré. Donc ça, c'est simple. Tu mets un montant et le gouvernement te donne automatiquement 30 % de subvention. Donc, c'est pour les études de l'enfant. Les rendements et les subventions appartiennent à l'enfant et toi, tu peux reprendre ton capital à la fin quand tes enfants ont décidé de retirer le montant ou ont commencé leurs études. Tu peux mettre un maximum de 2 500 $ par année dans le REE. Et tu peux rattraper une année de retard à la fois. Donc, si ton enfant est rendu à 3 ans et tu n'as jamais cotisé, tu peux mettre 5 000 $ par année jusqu'à ses 6 ou 7 ans dans son REE. Il y a d'autres types de comptes non enregistrés, c'est un compte normal. Tu as les fonds de travailleurs comme la FTQ, tu as le FER. Donc, le FER, c'est à 71 ans, tes REER doivent être transformés en FER. Tu es obligé de retirer un certain pourcentage obligatoire à chaque année. Et le REI, donc on a parlé à l'épisode 87, c'est le régime enregistré d'épargne invalidité. Donc, c'est un peu comme le REE, mais c'est boosté aux stéroïdes et c'est pour les personnes qui sont atteintes d'invalidité. Donc, je vous invite à écouter l'épisode 87 ou ma réponse à la personne auditrice à l'épisode 16 des abonnés. Je parle un petit peu plus du REI. Dans les épisodes 45, 88 et 98, on parle de d'autres produits d'investissement aussi que les actions et les obligations comme le marché immobilier, les rentes viagères, les métaux précieux, les REITs. Donc, les REITs permettent d'investir sur le marché boursier, mais dans l'immobilier et la crypto-monnaie. Bon, ça se peut que vous sentiez un petit peu de montage aujourd'hui. Je viens d'en faire un parce qu'on dirait que je parle vite parce que je ne veux pas que l'épisode dure 1h30, mais je pense que c'est incontournable. Ça va durer au moins 1 heure. Je suis déjà rendu à 1 heure, je pense, à ce stade-ci. Donc, je prends des petites pauses parce qu'on dit que je parle vite pour essayer de sauver du temps. Donc, je ne respire pas. Donc, j'ai la gorge sèche. Donc, je prends plusieurs gorgées d'eau. Donc, je suis désolé si il y a des signes de montage dans cet épisode-là. Il est un petit peu plus long que d'habitude. Et ma voix n'est pas habituée de parler aussi longtemps, on dirait. Donc, 6e étape pour la liberté financière. On vient de parler de l'investissement. On est rendu dans une nouvelle catégorie. Donc, dans l'épisode 50, je n'avais pas cette catégorie-là qui est l'étape 6 que j'appelle « Investir dans son entreprise ». Donc, dans les épisodes 57, 65, 69, 73 et 96, on a abordé un petit peu plus l'entrepreneuriat. L'épisode 96 présentait un livre, en fait, qui disait que l'entrepreneuriat, c'est la voie rapide vers la richesse en 10 ans, comparé à la voie lente de se priver et de mettre 10 % de côté toute sa vie. Je résume ici, c'est mon style, la voie lente, mais dans cet épisode, on disait que l'entrepreneuriat, c'est une voie rapide vers l'enrichissement. L'épisode 57 présentait plutôt des stratégies pour réussir en entrepreneuriat.
soit de faire preuve d'ouverture et curiosité, d'acheter gros, de revendre au détail, d'utiliser la différence des marchés. Donc lui, c'est Luc Poirier, là, il achetait des cartes de hockey au Québec, il vendait en Ontario, puis il achetait des bonnes cartes de l'Ontario, comme Patrick Roy, mettons, pour les vendre au Québec. La résilience, donc savoir se relever rapidement et pas se laisser abattre par n'importe quoi non plus. C'est une qualité qui me manque, moi, personnellement. Là. J'ai une planche de patio qui brise puis j'y pense pendant 3 semaines. Là, donc, je pense pas que je suis fait pour être entrepreneur. Communiquer son why, son pourquoi aux clients potentiels pour mieux connecter avec eux et les inspirer avant même de leur dire comment ou le quoi de votre entreprise. Ça, c'est à l'épisode 65. Gardez vos employés heureux. Ils vont être votre meilleure ressource. Évitez les tactiques de vente douteuses. Ne pas mettre d'énergie sur les clients éternellement insatisfaits. La loi de Pareto également, à l'épisode 69, donc 20% des efforts donnent 80% des résultats et 20% des clients donnent 80% de vos revenus. Puis il y a également 20% des clients qui vous donnent 80% du trouble. Donc lui dit de se concentrer justement sur les 20% efficaces et de déléguer le reste juste si c'est utile. Il faut absolument éliminer les tâches, les réunions qui sont superflues. Dans l'épisode 69, on dit également en entrepreneuriat de ne pas devenir un goulot d'étranglement pour les décisions, sinon vous n'allez jamais être libre. Vous allez toujours devoir être dans l'entreprise pour toutes les décisions qui doivent être prises. Donc, de mettre en place une structure de gouvernance qui vous permet de déléguer davantage. Enfin, dans l'épisode 96, on dit d'étudier les compagnies qui vous entourent. Qu'est-ce que ces compagnies-là font de bien pour générer des revenus? Dans l'épisode 73, qui est un livre québécois super intéressant sur l'entreprise au Québec, on présentait différentes étapes. Donc, on présentait les étapes initiales, donc de bien se préparer à lancer son entreprise. Donc, il fallait identifier les avantages, les inconvénients de se lancer en entrepreneuriat, de bien s'entourer avec avocats, comptables, courtiers d'assurance, de choisir et protéger son image de marque en s'enregistrant, de bien faire sa mise en marché, de savoir comment déterminer le prix de ses produits ou de ses services, et souvent que c'était mieux de viser la qualité plutôt que la quantité dans ce qu'on offre. Il y avait ensuite les étapes pour démarrer son entreprise, donc de travailler seul ou non, de s'incorporer ou non, de voir c'était quoi les avantages de l'incorporation. En gros, là, ce qu'on voyait dans l'incorporation, je vous le résume, là, on a parlé beaucoup dans cet épisode-là, mais en gros, c'est souvent intéressant fiscalement quand tu fais beaucoup de revenus, mais c'est plus de paperasse et il y a des coûts initiaux plus élevés que si tu ne t'incorpores pas. Et on parle également dans ces étapes-là de trouver du financement. Enfin, elle termine en disant les étapes pour diriger l'entreprise une fois que c'est parti, comment se faire payer, comment gérer ses employés, la TPS-TVQ, quoi faire avec tout ça. En gros, pour la TPS-TVQ, là, tu dois t'inscrire à partir de 30 000 $ de revenus sur 4 trimestres, donc dans la dernière année, et tu dois collecter quand tu vends un produit ou un service pour te faire rembourser celle que toi tu payes. Et enfin, il faut t'apprendre à déléguer si tu veux bien diriger ton entreprise. Donc, l'épisode 73, c'était vraiment intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat au Québec, comment partir ta business. 84, c'était pas nécessairement juste sur les entreprises, mais on apprenait comment influencer les autres avec Dale Carnegie. Et je vous présentais mon top 5 des principes préférés à la fin, notamment de vous intéresser réellement aux autres et de jamais dire à l'autre qu'il a tort, mais de lui faire remarquer de façon indirecte. L'épisode 95 allait dans ce sens-là aussi en disant de ne pas inclure les émotions dans vos négociations, de toujours rechercher du win-win et d'utiliser des faits qui visent l'intérêt de tout le monde et pas juste partir de votre position personnelle. 7e étape vers la liberté financière, c'est également une nouvelle étape qui n'était pas là à l'épisode 50, c'est investir en immobilier. Donc, les épisodes 75, 78, 79 et 80 parlaient notamment d'immobilier et il y a des auteurs qui conseillent d'acheter une maison et de la payer le plus vite possible dans les épisodes 75, 82 et 83. Il y a d'autres qui montraient que c'était mieux de louer, mais que l'épargne forcée à long terme est intéressante avec la maison. Ça, c'était dans l'épisode 38. De 78 à 80, par contre, c'était vraiment les épisodes qui portaient sur l'immobilier locatif, donc qui génèrent du revenu. Je vous résume en rafale ce qui a été discuté dans ces épisodes-là. Donc, l'importance de trouver des opportunités, d'être proactif pour dénicher des aubaines. Elles ne vont pas être sur Centris pendant une semaine, là, donc il faut faire des offres également. Tout ça, c'est dans l'épisode 78. Dans l'épisode 80, on parlait de financement. Comment trouver de l'argent pour mettre 0 piastres de votre poche puis acheter des immeubles, donc avec la balance de prix de vente, la remise en espèces. Dans les épisodes 78 et 80, on a surtout vu la magie de l'équité en optimisant un immeuble. Donc, pour 1 000 $ de revenus supplémentaires, par exemple, générés avec le logement, tu vas dégager 20 000 $ disponibles dans l'équité pour refinancer, pour avoir une mise de fonds sur un autre immeuble. On parle beaucoup d'optimisation, justement, pour optimiser puis refinancer. C'est quoi les trucs? Bon, on parle de travaux majeurs, de subdiviser,
de la technique cascade, donc de changer un logement après l'autre en déplaçant les locataires et en les compensant, les départs volontaires, réduire les dépenses comme les assurances, etc. On vous parle également de comment bien choisir ses locataires avec des enquêtes de prélocation, des questions à poser, mais surtout, on voyait l'importance de traiter avec respect nos locataires. Et le mot qui ressortait pour choisir son immeuble, c'est localisation, donc localisation plutôt, donc l'emplacement et la réputation du quartier. Et l'important, c'est de faire du profit à l'achat aussi. Donc, il parle du coût de revient qui inclut tous les frais autour du prix de l'immeuble comparé au revenu de l'immeuble. Donc, le coût de revient, c'est est-ce que tu vas réussir à dégager finalement des revenus à partir, en incluant toutes les dépenses qui entourent l'achat de l'immeuble. Les auteurs disaient aux épisodes 78 et 79 que d'avoir plus de logements, c'est mieux. Donc, c'est plus payant d'avoir un 24 logements que d'avoir 3 ou 8 logements, par exemple. Et l'épisode 78 montrait aussi quoi faire lors de ces visites et quelle information collecter lorsque vous visitez des immeubles. On mentionnait l'importance de l'inspection avant d'acheter et on donnait des trucs pour gérer son immeuble comme mettre le paiement hypothécaire le 15 du mois et non le 1er du mois pour prévoir les retards des locataires. On donnait aussi des trucs pour les rénaux et le bail. On présentait à l'épisode 80 les types de rendements possibles. Donc, on voyait le cash flow, qui est l'argent qui rentre chaque mois, la capitalisation du prêt, donc quand vous remboursez votre prêt hypothécaire, il y a une partie qui va sur le capital, et la plus-value de votre immeuble. Donc, votre immeuble prend de la valeur habituellement à travers les années. Ces épisodes-là présentaient également les ratios importants à connaître avant de se lancer en immobilier comme le multiplicateur de revenus bruts. Pardonnez-moi, on m'a écrit quelques fois pour dire que fallait pas que je dise brut, fallait que je dise brut. J'y ai pensé. En retard, mais j'y ai pensé. Multiplicateur de revenus nets et facteur de dépenses. Donc, c'est les 3 principaux ratios présentés dans ces livres-là. Et on présentait différents créneaux. Et on disait qu'il fallait idéalement se spécialiser dans un des créneaux et pas d'aller dans tous les créneaux. Donc, ça peut être des chalets locatifs, des chambres d'université, dans le neuf, dans les entrepôts, dans les flips, dans les multilogements locatifs, soit de 2 à 5 logements ou les 5 logements et plus. Si vous n'avez pas l'énergie de vous lancer en immobilier, l'épisode 97 présentait la manœuvre Smith pour profiter au moins de votre équité sur votre maison personnelle afin d'investir et en plus de profiter de crédit d'impôt. Donc, vous pouvez payer votre maison plus vite avec cette manœuvre-là, en plus d'investir à la bourse. Dans mon exemple, à l'épisode 17 des abonnés, ma maison a été payée dans 1 an au lieu de 18 ans et j'avais en plus 1 million de côté dans 18 ans que je n'aurais pas eu. Une façon de profiter d'un effet de levier sans se lancer nécessairement dans l'immobilier, mais faites affaire avec un professionnel et assurez-vous que vos chiffres sont intéressants. Étape 8, donc on revient à des choses qui ont été discutées à l'épisode 50 maintenant, qui est l'argent dans ton couple. C'est un sujet, moi, qui m'intéresse à chaque fois et on a parlé dans les épisodes 35, 36, 45, 49, 59 et 66. Donc, rendu là, tu es maintenant investi sur les marchés boursiers ou en immobilier ou dans ton entreprise et tout ça se fait de façon soit automatique ou de façon simple parce que tu as suivi les conseils de différents experts. Maintenant, comment tu jases de tout ça avec ta blonde ou ton chum qui, lui ou elle, est encore endetté? L'argent est tabou, autant en famille qu'avec tes amis ou ta blonde, ton chum. Les épisodes que j'ai nommés proposent des idées de questions à se poser en couple. D'abord, il faut se poser des questions sur les objectifs à se fixer ensemble, mais également sur la répartition des dépenses. Est-ce qu'on veut payer moitié-moitié ou selon la pondération du salaire de chacun? Se poser ces questions-là, c'est super intéressant pour remettre en question votre façon de faire actuelle et des fois, la vie change. Donc, on ne peut pas toujours répartir les dépenses de la même façon qu'on a 18 ans que quand on est rendu à 35 avec des enfants. Dans l'épisode 66, on présente un sondage qui a été fait sur la division des dépenses communes. On se rendait compte qu'il y a 47 % des gens qui font du 50-50, 46 % qui font du prorata, donc selon les salaires de chacun, et 6 % qui n'ont aucune dépense commune. Il y a un constat également dans l'épisode 66, c'est que dans 90 % des séparations, la femme se retrouve souvent avec très peu d'actifs à son nom, d'où l'importance d'en jaser ensemble pour s'assurer que les 2 personnes sont protégées en cas de séparation. Comment qu'on peut faire ça? 1. Parlez franchement et avec transparence de vos valeurs, de vos situations financières respectives, de vos objectifs et de tout ce qui touche l'argent. Si l'autre personne est réticente, vous pouvez lui dire comment ça vous met mal à l'aise et que vous l'accusez de rien, mais que c'est normal de vouloir se protéger personnellement et mutuellement. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est discuter de votre capacité de payer et de la répartition des dépenses.
chacun doit être capable de se regarder dans le miroir dans un couple et affirmer que le partage est juste et équitable. Si tu caches des revenus, ben, tu commets une fraude, puis ça ne va pas bien dans ton couple si l'autre personne le découvre. Et 3, ben, vous pouvez mettre tout ça par écrit, avec un notaire ou pas, mais au moins le mettre par écrit, l'entente que vous avez en couple. Dans l'épisode 35, super intéressant, là, la facture amoureuse de Pierre McSween, on dit de se protéger en couple et il parle de menottes et de violence financière. Donc, attention de ne pas vous isoler financièrement dans votre couple et ou de subir ou de faire subir à l'autre personne de la violence financière qui se fait subir des fois de façon même inconsciente. Donc, je vous invite, si vous êtes en couple et que vous voulez parler d'argent, l'épisode 35 est un incontournable. Dans l'épisode 75, on proposait une alternative amusante, soit la date mensuelle sur les finances, donc de se fixer à chaque mois un souper, une date où vous jasez de finances. Moi, c'est une fois par année. Il va peut-être falloir qu'on en fasse plus souvent. On a plus de dates que ça, mais des dates financières, d'habitude, c'est dans le temps de Noël et ça nous aide beaucoup à voir où on en est rendu, dans nos finances. 9e étape de la liberté financière, c'est l'argent et les enfants. Donc, on en parle dans les épisodes 36, 37 et 94. Donc, maintenant que tout est réglé puis avec votre blonde ou votre chum, ça va, bien, vous êtes en route pour atteindre vos objectifs, mais maintenant, tu veux aider tes enfants. Qu'est-ce que tu peux faire? L'important dans ces épisodes-là, on dit de ne pas transmettre nos peurs à nos enfants et on discute, est-ce qu'il faut donner de l'argent de poche ou non? C'est pas clair. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas gérer ce que nos enfants font avec leur argent. Il faut leur laisser vivre leur frustration. Important de montrer aussi que vous ne travaillez pas juste pour l'argent, que vous aimez votre travail et si ce n'est pas le cas, bien de ne pas toujours dire que vous n'aimez pas votre job et vous travaillez juste pour l'argent et surtout ne pas dire à nos enfants qu'ils coûtent cher. Donc, on sait bien que tu coûtes cher avec ton cellulaire, tu me coûtes cher avec ton sport. Mon Dieu, c'était une belle phrase encore une fois. L'épisode est trop long. Vous êtes le boss. Donc, dites pas à vos enfants qui coûtent cher, c'est vous qui prenez les décisions financières dans la famille. On dit également que les enfants dont les parents sont riches sont souvent incapables de gérer leurs finances et se préoccupent très peu de leurs dépenses. C'est ce qu'on appelle les soins ambulatoires économiques. Donc, la plupart des parents fortunés veulent bien faire en soutenant leur enfant avec l'argent qu'ils ont gagné, mais en réalité, ça nuit à la capacité de gérer de l'enfant son argent personnel. Donc, il faut les aider, mais pas les couver. Donc, les aimer, mais pas trop. Développer leur littératie financière dans le plaisir si c'est possible. Pas juste leur dire « Désolé, tu n'auras pas ton cellulaire parce qu'il coûte 900$ puis tu as juste 23$, mais les aider à planifier comment réussir à atteindre cet objectif-là en les laissant toujours… en fait, moi, je les amène toujours à mettre de côté, à prendre l'habitude de se payer en premier en mettant la moitié de ce qu'ils ont, de ce qu'ils gagnent dans leur cochon, là, dans leur investissement. Bref, de mettre la moitié en investissement et l'autre moitié, ils font bien ce qu'ils veulent avec. En gros, être transparent avec nos enfants puis les laisser aller tout en étant à l'écoute de leurs besoins, de ne pas donner de conseils qui sont non sollicités, mais les encourager à explorer des options, par exemple avant une décision importante. Donc, s'il y a un départ du domicile ou une recherche d'un premier emploi, bien là, on peut les accompagner, mais on ne leur donne pas des conseils non sollicités. Étape 10, nouvelle étape également avec les nouvelles lectures que j'ai faites dans les épisodes 52, 75, 82 et 83, le concept de faire preuve de générosité. Donc, une fois que vous avez réussi à prendre en main votre patrimoine financier, c'est intéressant, selon ces auteurs-là, de faire preuve de générosité, ce qui avait été moins abordé dans les premiers livres que j'avais lus de 1 à 49. Les livres suggèrent de donner du temps ou de l'argent pour aider les autres. Non seulement ça a un impact positif sur votre entourage, mais aussi sur votre santé physique et mentale et donc sur votre propre bonheur. L'épisode 94 parlait d'apprendre la générosité à nos enfants. Moi, ça m'a convaincu de m'impliquer davantage avec mes filles auprès d'organismes à Sherbrooke, surtout en termes de temps, parce que je n'ai pas encore atteint mes objectifs financiers, mais si je faisais bien les choses, je devrais automatiquement déterminer, exemple, je vais mettre 3% de mon revenu net dans des œuvres caritatives. Il faudrait que je le fasse, mais pour l'instant, c'est plus en temps qu'en argent, même si, comme tout le monde, je donne 50-100$ ici et là, à différents organismes comme Centraide. Mais bref, je trouvais ça intéressant dans ces nouvelles lectures-là de faire preuve de générosité et d'essayer d'inculquer un peu cette philosophie-là chez nos enfants. Ce que certaines personnes font, là, puis après ça, je passe au point suivant, mais il y a une partie de leur argent, mettons 40% qui va aller dans leur économie, 40% qu'ils peuvent dépenser, puis 20% que tu dois donner à des organismes ou à des œuvres caritatives. Donc, ça peut être une façon intéressante de fonctionner avec vos enfants, ce que je ne fais pas encore, moi, de mon côté.
Dernier point de la liberté financière, c'est la retraite. Donc, même si la liberté financière, c'est pas la retraite, c'est le dernier point qui est discuté dans les livres. Donc, tu es rendu à la retraite, tu es soit confortable ou tu ne l'es pas si tu n'as pas respecté tout ce qui était là. Mais dans tous les cas, tu dois faire une projection de tes revenus. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Thursday Night Football is on, and it's only on Prime Video. Breaking tackles. This week, the Minnesota Vikings head west to take on the Los Angeles Rams. This is what you love to see. Coverage begins at 7 p.m. Eastern with football's best party on TNF Tonight, presented by Verizon. Not a Prime member? Sign up for a 30-day free trial to stream the game. It's the Vikings and the Rams, Thursday at 7, only on Prime Video. Restrictions apply. See Amazon.com/Amazon Prime for details. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/campaign to claim your credit. That's linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. Donc, dans les épisodes 45, 47 et 66, on aborde en effet les revenus à la retraite. Premiers revenus de retraite, c'est ceux du gouvernement qui sont présentés par les auteurs. Donc, d'abord, il y a la pension de sécurité de vieillesse que tu peux avoir à 65 ans et plus si tu habites au Canada depuis 10 ans au moins. C'est environ 7 500 par année. Si tu n'es pas au Canada depuis 10 ans, tu n'as pas accès à la pension de sécurité de vieillesse. Et si tu es là depuis au moins 40 ans de résidence, tu as le maximum, qui est de 7 500 par année. Sinon, ça va être proportionnel à la durée que tu es là. Si ça fait 20 ans, mais tu vas avoir peut-être pas la moitié. Là, je ne connais pas la répartition. Mais si tu n'es pas là depuis 40 ans, mais tu vas avoir un petit peu moins d'argent avec la pension de sécurité de vieillesse. Vous pouvez attendre à 70 ans pour la prendre. Ça vous ajoute 0,6 % par mois. Si tu n'as pas de raison de penser mourir prématurément, les auteurs suggèrent d'attendre à 70 ans. Tu vas avoir 36 % de plus de pension de vieillesse pour le reste de ta vie. Les auteurs disent que le croisement se fait autour de 85 ans et tu as 2 chances sur 3 d'être vivant après 85 ans. Donc, tu as 2 chances sur 3. En fait, 66 % de chances d'être gagnant si tu attends pour prendre ta pension de vieillesse là, à 70 ans. Du gouvernement, il y a aussi la Régime des rentes du Québec, la RRQ. Contrairement à la pension de vieillesse du Canada, tu dois avoir travaillé pour y avoir droit et bien sûr y avoir cotisé. Ça vise à remplacer 25 % de tes revenus pour un maximum de 62 000 $ en 2021. Ça coûte environ 12 % de ton revenu là, et ça change 6 % si tu es salarié parce que l'employeur va mettre l'autre partie. Donc, c'est un autre type de revenu du gouvernement. Et comme pour la pension de vieillesse, c'est mieux d'attendre à 70 ans si tu penses ne pas mourir avant 85 ans. Il y a d'autres là, revenus du gouvernement si tes revenus sont faibles, mais ce sont les deux principaux qui existent. Ensuite, les revenus à la retraite, tu peux avoir un fonds de pension à ton travail ou de l'épargne personnelle que tu auras mis de côté d'ici là. Les livres parlent de la règle du 4 % aussi pour calculer tes besoins à la retraite. Donc, si tu as 40 000 de dépenses estimées à la retraite par année, tu dois faire x 25, ça donne 1 million que tu as besoin pour ta retraite avec la règle du 4 %. Dans l'épisode 39, Ben Félix lui parlait plus d'une règle entre 2,7 et 4 %, entre 2,7 et 3,7 %, ce qui serait plus sécuritaire selon lui. Et l'idéal, ça serait un portefeuille 60-40, donc 60 % actions, 40 % obligations, dans lesquels le 60 % actions est diversifié à l'international et le 40 % obligations est au Canada. Dans les livres, on parle de décaissement à la retraite également. Je ne suis pas un expert, mais idéalement, en gros, ce qu'on veut faire, c'est de payer le moins possible d'impôts puis de retirer ce qu'on a besoin pour payer nos dépenses. Assurément, la première chose qu'on va devoir considérer, c'est les dividendes ou les gains en intérêt dans l'année parce qu'on est obligé de les prendre parce qu'ils arrivent. Et ensuite, on va essayer de décaisser progressivement le REER ou le compte non enregistré.
Le dernier, ou plutôt le compte le plus flexible qu'on peut utiliser, c'est le CELI. Donc, par exemple, si tu as besoin de 60 000 $ pour survivre dans ton année de retraite, mais tu ne veux pas retirer plus que 30 000 de REER pour ne pas payer trop d'impôts, tu veux diluer ton REER à travers les années, bien, peut-être que tu vas retirer 30 000 de REER, 30 000 de CELI. Donc ça, il y a des stratégies à avoir avec un professionnel, mais ne pas oublier également dans tout ça que vous pouvez vous acheter une rente viagère. Une rente viagère, c'est une rente que tu vas payer un gros montant au début et ça fait comme un fonds de pension à prestation déterminée du gouvernement. Tu es sûr d'avoir un montant X jusqu'à la fin de ta vie. Donc, ça peut être un produit intéressant pour le décaissement si vous ne voulez pas gérer, si vous voulez avoir une certaine sécurité. Enfin, dernier point, dans les épisodes 62 et 94, on parlait de préserver le patrimoine. Donc, c'est un nouvel élément qui apparaît avec mes dernières lectures. On parle de l'importance d'une planification successorale complète avec un professionnel. Et on parle également des principales erreurs de testament, notamment de se tromper dans les répartitions ou de négliger de nommer un bon liquidateur. Ces livres-là permettent également de parler des taxes à la mort, parce que l'héritage, oui, est imposé, et de deux façons de protéger et de limiter l'accès aux capitaux ou de transmettre votre patrimoine libre d'impôt, soit la fiducie ou l'assurance vie. Donc, la fiducie, ça peut être l'exemple que je donnais dans l'épisode, c'est une nouvelle femme. Le monsieur se fait une nouvelle femme qui est gambler, donc elle brûle plein d'argent, puis lui, il ne veut pas qu'elle brûle son héritage pour que sa fille de sa première union reçoive quelque chose qui a du bon sens. Donc, il a mis une fiducie en place pour qu'elle ait accès seulement à une partie de l'argent. Comme ça, quand elle va décéder, bien, le reste, il va rester quelque chose, puis ça va pouvoir aller à sa fille. Et l'assurance vie permet de transférer des montants libres d'impôts également. Donc, l'épisode 62 est intéressant et 94 pour ça, parce qu'on parle de choses que je n'ai pas beaucoup lues dans d'autres livres. Donc, tout ce qui est la mort, qu'est-ce qu'on fait avec l'héritage, comment on peut diminuer les impôts. On parlait aussi dans l'épisode 62 un peu plus de la fiducie testamentaire qui peut être intéressante pour gérer la distribution de ses avoirs après la mort. Donc, par exemple, je lègue 50 000 $ à chaque petit-enfant, mais ça doit être utilisé pour la mise de fonds d'un immeuble à revenus ou d'une maison. Donc, ça peut être ce type de fiducie-là qui est mis en place, qui coûte des sous, mais qui peut permettre de gérer un petit peu votre héritage. Enfin, n'oubliez pas qu'on parle de finances, mais le bonheur, c'est plus que ça. Et votre actif net, je répète, ne dit pas qui vous êtes. Soyez donc fiers des petits pas que vous faites afin d'atteindre votre liberté financière, peu importe si la personne à côté gagne plus ou moins, ou si elle semble gagner plus ou moins que vous, ou être plus heureuse ou non que vous. L'épisode 51 nous montrait que la richesse est relative par rapport aux voisins et non absolue. Au-delà de l'argent, il faut donc apprendre à être heureux avec ce qu'on a tout en tentant de s'améliorer. L'épisode 86, qui était sous forme de roman avec un millionnaire, montrait que le travail n'est pas tout et que la richesse non plus, si on ne réussit pas à se créer notre propre bonheur à travers tout ça. Comme je l'ai déjà dit dans 1 ou 2 épisodes, puis que j'ai entendu sur le podcast de Morgan Housel, le bonheur absolu est facile, le bonheur relatif est quasi impossible parce qu'on surestime le bonheur des autres. En conclusion, j'espère que la synthèse vous a plu. Je vous rappelle d'aimer, de partager l'épisode si vous appréciez mon travail, de recommander le podcast sur Facebook et Spotify. Ma conclusion, on va toutes vous répéter ça comme d'habitude, mais ça représente beaucoup pour moi. On a 200 000 écoutes en un an alors qu'on avait eu 100 000 la première année. C'est grâce à vous. Merci encore pour votre soutien, vos bons mots. Je reçois tellement de témoignages là, par Messenger puis par Gmail. Je commence à manquer de temps pour vous répondre, mais c'est toujours super motivant. Merci beaucoup. La prochaine étape, c'est le 200e épisode, donc on lâche pas, gang. On continue comme ça. La semaine prochaine, je fais un top 10 des livres short and sweet qui se partagent bien. C'est une idée de Colombe. Un top 10 des livres qui m'ont marqué. Ça va me laisser le temps de préparer la synthèse d'un autre livre après une grosse semaine pour l'épisode 100. Je commence aussi ce jeudi à vous présenter les entreprises qui ont passé la première étape de mon outil dans mon analyse de mars 2024, mais pas la deuxième étape. Il y en a 15 au total. Je vous les présente par groupe de 5 et il n'y a aucun prix parce que ça a pris, j'ai pas pris le temps de le faire pour ces compagnies-là que je ne surveillais même pas de toute façon l'année passée. Donc, merci beaucoup pour votre écoute pour cet épisode-là. Puis on se voit la semaine prochaine pour un épisode régulier. Ciao, ciao! L'épisode tire à sa fin. J'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast.
Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.